Bon, et bah, les fut. Bonsoir. Ça, Salut, c'est ton salut, moment. salut. De retour, ouais, le retour tant attendu. Bon, objectif dans ce live, ça va être d'en apprendre plus sur toi et de découvrir un D'accord. petit peu ton parcours parce que de tous les gens que je connais dans le Twitch Dev Game, je pense que t'es une des personnes qui a le parcours le plus atypique quand même dans les gens qui streament. Je veux dire, c'est pas juste, j'ai fait un DUT à 18 ans ou je sais pas quoi, et puis bon, peut-être pas 18 ans, mais voilà, je suis devenu développeur, c'est tout. C'est clairement, t'as un parcours avec plein de trucs, et là, je pense que la plupart des gens ne le savent pas, tu vois. C'est des trucs où tu peux en parler de temps en temps, par-ci, par-là, à des petites occasions, tu vois, mais à part les vrais gros followers, les gens se doutent pas, et je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Donc le but, c'est d'en savoir plus ce soir. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, je pense qu'effectivement, comme introduction, tu peux pas dire mieux puisque j'ai un parcours qui est atypique. Je Un suis background. quelqu'un, un background, et puis je suis quelqu'un en fait qui déjà d'emblée n'aimait pas les études. J'ai toujours été un peu éduqué à la dure, c'est-à-dire c'est-à-dire que mes parents étaient très axés sur la réussite, sur le côté diplôme, là où moi en fait ça me saoulait. On le voit chez toi. Et du coup, ça fait que ça fait que ouais, j'étais un peu perdu après bac et même avant bac en fait. Donc j'ai eu le bac tant bien que mal. Je me demande encore comment j'ai fait parce que pour moi c'est vraiment ça relève de la fiction. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi un cursus où on m'avait dit tu ferais, enfin, il y avait tout le temps un peu un fond autour du dev. On m'avait dit tu ferais du dev. J'ai fait un bac électronique. Et on m'a dit tu ferais du dev, en fait spoil, tu fais pas de dev. Tu mesures des résistances, tu travailles avec je sais même plus comment ça s'appelle, les espèces d'appareils pour mesurer des tensions et tout. Bref. Et puis J'ai fait les mêmes que toi, je crois. ouais, bah c'est possible, ouais. Je crois que j'ai fait littéralement le même truc que toi. Je sais plus si c'était un BTS ou je sais pas quoi. Moi j'ai fait un bac génie électronique en fait, ce qu'on appelait à l'époque. Je STI, crois que j'étais voilà. dans un truc similaire, je crois, et je crois que j'ai tenu 5 jours. Alors bon, Voilà. bon, j'ai réussi quand même à aller jusqu'au bac, mais bon, comme tu le dis, enfin, j'étais pas prédestiné en fait à finir dev. J'ai vraiment eu un parcours qui a été, si je devais le résumer, en fait, je pense que j'ai rebondi d'opportunité en opportunité dans ma vie avec les choses qui se présentaient, et je pense que j'ai su les saisir et saisir les bonnes en fait. Est-ce que c'est quelque chose, un instinct chez moi, je sais pas. Mais toujours est-il que so far, ça m'a porté chance et ça m'a permis de toujours réussir et de tomber finalement sur des projets avec des clients qui sont toujours contents. Donc voilà, après je peux. Après, comme tu l'as dit, c'est ton éducation, hein, je pense. C'est la base que t'as eue de bon, faut pas faire de la merde, faut le faire à fond, faut être bien, faut être bon. Parce Ouais. que quoi que tu fasses, je te connais, c'est aussi pour ça que je veux avoir un peu ton parcours, c'est parce que c'est le genre de personne où à chaque fois, tu veux toujours faire les choses bien, tu vois. Mais genre, presque trop bien systématiquement, tu vois. Ouais, c'est quelque en chose, fait, grand ouais, respect pour ça, et on se demande d'où ça vient. Bon, en fait, c'est vrai que si on devait objectivement regarder un petit peu, prendre du recul sur ça, enfin, le mot qui en ressortirait le mieux, et peut-être l'adjectif, c'est consciencieux, je dirais. Mais pour toi, c'est une qualité ou c'est un inconvénient d'être consciencieux au point que tu l'es? Je le rappelle quand même au cas où que là aujourd'hui, t'es développeur web PHP. PHP, tu fais pas que du PHP bien sûr, mais on va dire que ta spécialité c'est le PHP. Donc, et t'es surtout back. Mais je veux dire, donc là aujourd'hui, t'as fait, tu t'es formé tout seul. Comment t'as fait pour en arriver là? C'est quoi, au pire, c'est quoi ton premier contact informatique, tu vois? Ça commence où? Alors, déjà, je vais nuancer parce que je vais dire que Pas je la suis pas. Nintendo 64. Hein. Non, mais je vais pas dire que comment je suis uniquement développeur aujourd'hui. Je me vends plutôt comme étant. Ça va certainement faire saigner les oreilles de Cool Chris qui n'aime pas ce mot. Mais je me vends plutôt comme un consultant web. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, mon panel de skills et de compétences ne s'arrête pas uniquement finalement à du développement. C'est vraiment, il y a un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, je peux me permettre en fait d'intervenir sur différents types de sujets. Et notamment sur l'orientation des business, sur du conseil.
de l'audit pour après pérenniser un petit peu plus les activités, orienter les développements et faire en sorte qu'il y ait des vraies feuilles de route qui soient tenues et qui vont en adéquation avec des objectifs typiquement marketing et financiers. Pour que vous savez qui contacter. Hein. Alors je sais pas si comment je suis le plus pertinent pour ça, mais en tout cas oui. Enfin, si jamais effectivement vous avez besoin éventuellement d'un regard. Enfin, moi je le dis toujours sur mes streams. Hein, je suis dispo pour échanger quoi. Mais donc. Ok. Donc le premier contact pour l'informatique, parce que c'est ce dont tu veux savoir. Alors en fait, l'informatique. En fait, j'ai envie de savoir et je vais te dire pourquoi, pour ceux qui nous écoutent comprennent pourquoi. Parce que personnellement, je sous-estime pas à quel point ça peut être inspirant quand tu sais qu'une autre personne a fait quelque chose ou a fait quelque chose de spécial. Ça peut toujours t'inspirer de dire peut-être que moi aussi je peux faire comme ça, ou tu peux te dire moi aussi je me suis loupé là, mais je peux quand même y arriver. Et c'est bien de se rendre compte qu'on n'a pas tous développé notre premier jeu à 12 ans, tu vois. Genre, à un moment donné, c'est bien de le rappeler parfois, tu vois. Alors, à chaque fois qu'on entend des histoires, c'est toujours celle-là, tu vois. Les autres, ils parlent pas, on les entend pas, donc c'est plus compliqué. Ça commence où ? Moi en fait faut savoir que j'ai été baigné très jeune dans l'informatique. Pourquoi ? Parce que mon père jouait beaucoup sur Commodore à l'époque, et même sur tout ce qui était Amstrad, Auric, pour les plus anciens ça parlera. L'Auric c'était du genre c'était un espèce de clavier, t'avais une cassette à côté et puis quand tu tapais Bing sur le clavier et que tu faisais rentrer ça jouait un son. Et en fait il y a des trucs qui marquent comme ça. Et en fait mon père m'a plus ou moins en fait entre guillemets mis déjà la patte sur le côté informatique. Mais au départ c'était pas le côté programmation qui m'intéressait, c'était plus le côté on va dire jeux vidéo en fait. Du coup c'est des choses qui étaient présentes à mesure que je grandissais, c'est-à-dire que je savais que j'aimais le dessin, je savais que j'aimais le côté créatif, je savais que j'aimais bien les jeux vidéo, etc. Et de fil en aiguille j'ai essayé de me dire ce serait peut-être bien effectivement de concrétiser un petit peu plus ce projet que j'ai en tête, du moins cet avenir que je me dessinais. Et puis je m'étais dit tiens, je pourrais peut-être essayer de trouver des études qui vont là-dedans. Donc toute la partie de toute façon élémentaire et collège, tout le monde le sait, aujourd'hui c'est relativement compliqué. Qui plus est, c'était encore plus compliqué à notre époque parce qu'on n'avait pas encore une fois, alors je vais paraître. Mon opportunité, hein. Non mais et puis même sans ça, c'est que les études ont vachement évolué, c'est-à-dire que si on prend du recul par rapport à mon époque, aujourd'hui par exemple au collège t'as régulièrement tu parles d'époque, hein, ça en dit long. D'époque là. Mais en fait les gens comment sous-évaluent finalement mon âge. C'est celle que les moins de combien ne peuvent pas connaître. Je dirais les moins de 30 ans quoi, moins 30 20 je sais pas 30 ans ouais. Je sais pas, ouais. Mais en fait, ça fait que au collège, moi, tu vois, il y avait très très peu de, il y avait très peu de cours d'informatique, quoi. Les seuls cours qu'il y avait, c'était les cours de techno. Et en fait, bien d'avoir un ordi qui fonctionne en techno. Hein. Ouais, puis en techno, on faisait du traitement de texte, tu veux nous. Et puis ou alors on faisait, on a fait un peu de programmation, mais c'était vraiment très très léger, quoi. Ouais, voilà, ce genre de truc, quoi. Et aujourd'hui, tu fais des multiplications sur Excel, tu te dis waouh, c'est comme la calculette, c'est incroyable, c'est fou. Et du coup ça fait qu'on avait ce genre de projet un petit peu électronique, genre un petit peu aussi usinage de pièces, etc. On a vraiment fait un petit peu tout ce genre de projet, mais on n'avait pas autant la présence du numérique. T'étais pas le seul, hein. On nous fait remonter dans le chat. Le seul ordi auquel j'avais accès, c'était au collège, c'était le CDI. Ah oui. C'est vrai que l'ordi du CDI, il a dépanné plein de fois quand même. Hein, je me souviens de longues sessions sur Encarta. Encarta, l'encyclopédie pour ceux qui ont connu. Hein, vous mettiez le CD, vous aviez le droit d'avoir genre les sons des animaux, etc. C'était génial. Quoi. Putain, mais tu me rappelles. J'avais oublié ce souvenir. Tu vas me faire remonter un truc qui n'existait plus pour Encarta, ouais. Je me rappelle. Et donc du coup, on est vieux, Deathnote, on est vieux. Oui, on est vieux, je sais bien. Merde. Moi, je parais pas. Tu vois, j'ai pas encore de traces, j'ai pas encore trop de rides. Bon, j'ai plus de chevaux, mais bon, ça après, c'est autre chose. Mais non.
Et non, et donc du coup, ouais, collège, arrivé au lycée, en fait, c'est là où j'ai commencé à me poser les questions sur justement l'orientation et ce vers quoi je pouvais m'orienter. Au départ, je voulais aller vers un bac scientifique, mais il s'est avéré qu'en seconde, j'étais tellement mauvais que je n'avais pas le choix que d'aller finalement dans une filière sciences techniques de l'ingénieur, donc STI, ce qu'on appelle. Et puis je m'étais orienté vers un bac génie électronique parce que en fait en seconde on avait un club informatique dans le lycée dans lequel on était, et c'est là où j'ai commencé un petit peu à vraiment, on va dire, manipuler mes premières pages HTML, etc. quoi. Donc c'est pas quelque chose qui était genre j'ai pas commencé en fait très très jeune, on va dire, le développement, mais en fait c'est venu vraiment plus à l'époque du lycée, et je pense que c'est aussi en adéquation un petit peu avec on va dire le boom de l'internet, etc. parce que aujourd'hui c'est tellement en fait les jeunes ont vachement accès très tôt à tout ce qui est tu vois téléphone portable, application web, etc. alors que moi mais t'as des opportunités en fait maintenant. Enfin, je veux dire, si t'es un jeune qui est précoce, t'as des opportunités aujourd'hui de démarrer. À l'époque, t'avais beau être précoce, t'avais quand même un vieux bâton et une Nintendo, quoi. À un moment donné, c'est ça. Tu sortais jouer dehors, quoi, tu vois. Ça me fait penser par magie. T'as le libraire qui se ramène et qui dit tiens, voilà un livre sur la programmation fils. Je veux dire, à un moment donné, pour apprendre plus tôt, c'était vraiment compliqué, quoi. Ouais, ça fallait le vouloir. Ça me fait penser à la musique de Casseur Flotteur ou d'Orelsan là, avec Regarde comme il fait beau dehors, c'est là qu'il faut aller jouer, je sais pas si tu connais. Ah bah c'était vraiment ça. C'était vraiment ça, quoi. Et je me souviens que genre même jouer à la console, enfin c'était un truc c'était tu vas dehors, quoi. Alors qu'en fait aujourd'hui c'est hyper ancré, quoi. Jeux vidéo. Ouais, il y a toujours l'éveil entre guillemets technologique. Chez toi, au début, il se fait par le jeu vidéo. Ouais, bah oui, comme je te l'ai dit, mon père, beaucoup de gens de notre génération, c'est impressionnant. Le jeu vidéo, c'est vraiment, ça fédère tous les gens de notre génération. J'ai l'impression qu'ils sont devenus, qui bossent dans l'informatique. Il y a toujours un début jeu vidéo. C'est vraiment ultra récurrent. C'est incroyable. Ouais, et puis ça, c'est devenu en fait de plus en plus présent à mesure du temps, parce que donc après bac, en fait, je vais pas vous mentir, hein, je trouve que je suis un cancre, hein, franchement. Alors c'est extrêmement. Je me rappellerai toujours d'un truc, c'est que j'ai un collègue quand je faisais mon DUT, il y avait un mec en début d'année, tu sais, au début d'année quand tu connais pas tes camarades, tu t'apprends, tu te connais et tout, et puis après tu te fais un peu de visu, tu te dis bon lui il doit être sérieux, quoi. Et il y a un mec qui au bout de 6 mois il me dit mais Defmute, je t'imaginais pas du tout comme ça, je pensais que t'étais vachement droit dans tes bottes et tout, alors qu'en fait t'arrêtes pas de faire le con, quoi. Et en fait mes études on a remarqué sur Twitch, hein. On a remarqué cette tendance, ouais. Donc ouais, les études ça a été un peu ça jusqu'au bac. En fait j'étais un peu paumé parce que finalement ce que je faisais ça me plaisait pas, le génie, le DUT génie, enfin pas le DUT mais le bac génie électronique, c'était vraiment c'était vraiment pas mon kiff. Et après j'ai fait avant d'arriver au DUT j'ai fait 2 années de fac. Ouais, j'ai fait quand même une faculté de sciences. Et j'ai fait ce qu'on appelle un DUG. Donc à l'époque c'était pas la réforme LMD, licence master doctorat, qui est aujourd'hui entre guillemets la norme, mais on pouvait accéder à des études avec des validations de bac plus 2. Et j'avais fait un DUG pareil, sciences techniques, STPI ça s'appelait, donc sciences techniques pour l'ingénieur. Et pareil on m'avait dit wow, vas-y tu vas faire du code là-dedans et tout. Je me dis chouette. Et en fait, le code, ça se résume à quoi ? À chaque étape, tu te fais flouer, c'est incroyable. Oui, non, mais c'est là où tu comprends que en fait, tu te fais enfumer parce que en gros, le code, ça se résumait à faire des mathématiques sur MATLAB, quoi. Donc autant te dire que en plus, le professeur de maths, c'était un chercheur. Et donc qui dit chercheur dit forcément quelqu'un de pas pédagogue. Alors si en plus t'additionnes ça au fait que t'étais en train de calculer des fonctions, et moi les maths, enfin je m'en foutais, enfin moi je voulais faire du web, quoi, tu vois, enfin j'étais là mais où est-ce que je fais des chartes graphiques, où est-ce que je capte des formulaires, quoi. Je veux faire du web. Ouais, voilà. Et ça fait que du coup comment pareil, mais j'ai fait 2 années de fac. 2 premières années de fac, je tiens à le préciser, et que j'ai raté, tu précises bien les premières parce qu'il n'y a pas la fin, quoi. Non, mais c'est surtout que j'ai fait une première année et j'ai refait cette première année, en fait. Et ok, c'est 2 premières années de fac. Ok. Donc en fait, la fac, ça a été un peu pour moi le moment d'émancipation et de libération aussi, parce que
on va pas se le cacher, mais quand tu finis les études où moi le lycée j'étais pas si tu veux, comment on appelle ça là, pas demi-pensionnaire, mais enfin si, j'étais demi-pensionnaire, en fait je rentrais chez mes parents le soir quoi. J'étais pas dans un internat. Ouais, dans un internat, voilà, merci. Et donc du coup ça fait que en fait quand tu te retrouves après genre aller faire tes études dans une autre ville et que t'es plus chez tes parents, c'est oui. Donc du coup en fait toutes les frustrations que tu avais auparavant chez tes parents, en fait ça devient des libertés au quotidien quand t'es à la fac. Et en fait, moi, le schéma de la fac ne m'a jamais convenu parce que je suis quelqu'un qui avait besoin d'avoir un cadre dans la façon de travailler. Et je pense que quelque part, ce cadre reflète aussi ma façon peut-être de travailler aujourd'hui, et le fait d'être consciencieux, c'est... De manière générale, t'es cadré, hein. Oui, clairement. Et donc après, j'ai fait un DUT, donc un DUT services et réseaux de communication. Donc ça c'est MMI aujourd'hui, métier de multimédia de l'internet. Et c'est probablement là où j'ai vraiment en fait commencé à vraiment découvrir la programmation. Alors encore une fois, à l'époque on n'était pas très web, on était beaucoup plus programmation en Java. Donc Eclipse, programmation orientée objet. GK qui nous dit à notre époque il n'y avait pas de cours hors école d'ingé, on devait apprendre avec le site du zéro, notamment pour le web quoi. Si tu voulais apprendre du web, fallait aller sur ce genre de site, en tout cas en francophone, parce que c'est clair que si tu voulais faire des sites web, c'était pas à l'école que tu allais apprendre quoi. À l'école tu allais apprendre de l'algorithmie au mieux, de l'algo bien à la dure quoi, de gestion de mémoire et tout, mais t'allais pas apprendre à faire ton site, le site du boulanger, c'était pas là quoi. Ouais, pourtant, tout à fait, ouais. Ce qui était le cœur du business, c'était ça, c'est dommage. Si en tout cas en tant que particulier tu voulais faire du business sans te faire embaucher par une boîte de jeux vidéo ou quoi, c'est ce qu'il fallait pourtant de faire le site du boulanger, donc c'est dommage. Mais en fait... Donc toi, là donc à ce moment-là de ton parcours, t'as fait 2 années, ça fait 2 fois que tu te ramènes dans un établissement en te disant bon... Allez, là je vais sortir avec mon diplôme, avec mon truc, c'est bon, je vais pouvoir bosser, je vais pouvoir apprendre à coder. Tu te fais flouer à chaque fois. Et là t'arrives enfin dans un cursus, donc à ton 3e. T'as quel âge à ce moment-là ? Alors attends, du coup... Dans des eaux, je te demande pas à l'année près. 20 ans plus quoi, tu vois. La vingtaine quoi. Ok, un peu plus de la vingtaine. Ok, et donc t'arrives à ton 3e essai d'un cursus où vraiment tu vas apprendre à coder. Et là ce que tu nous dis c'est que là t'apprends vraiment à coder, en fait j'arrive effectivement dans ce DUT, et c'est là où sur le programme on voit qu'il y a des cours de HTML, on voit qu'il y a des cours de PHP, et il y avait même des cours d'ASP, et je retiendrai tout le temps aussi cette phrase du prof. Mais je retiendrai tout le temps cette phrase du prof d'ASP qui, comme aujourd'hui les mecs qui font du JavaScript te disent non mais PHP c'est mort en fait, faites de l'ASP, tu vois. Et déjà à l'époque on me disait des trucs comme ça. PHP il meurt chaque année. C'est ça, il meurt chaque année. PHP c'est un peu 2012 tu vois. C'est l'avènement chaque année en fait. Et et du coup ce cursus là m'a permis effectivement d'approfondir beaucoup plus en fait le côté créatif aussi, parce que en fait peu le savent, et je le montre pas forcément énormément dans mes lives, mais j'ai quand même un côté créatif. Je pense que ça peut surprendre, mais j'ai fait du dessin. Je pense que je suis capable de me débrouiller aussi pour des chartes graphiques. Sache que quand on a joué à Gartic Phone, j'ai vu qu'en effet t'étais meilleur en dessin que moi. Et pourtant je faisais de la BD quand j'étais plus jeune. Et je suis à la souris, hein. Je suis à la souris. Ouais, mais justement, on est tous les deux à la souris, et tu m'as déglingué, donc je note qu'il y a un savoir-faire. C'est vrai que tu caches ton jeu sur cette partie-là. Ouais. Et je pense que c'est parce que peut-être comme moi aussi tu t'es perdu avec le temps, vu que tu fais que de la technique au quotidien. Puis c'est surtout quand il faut inventer, t'imagines bien les trucs quoi. Ouais, après c'est surtout que le côté créatif, en fait tu te rends compte que sur le côté art, musique, chant, en fait tu trouves très facilement des gens qui sont meilleurs que toi, et ça se voit tout de suite. Alors qu'en dev... Alors après c'est pas non mais c'est pas de la marge, c'est vrai. Voilà. Non mais c'est pas pour dire que je fais de la merde, mais en gros en dev tu peux te démerder et t'arrives au résultat quoi, tu vois. Et donc du coup tu sais ce qu'on dit hein, c'est
Si tu veux avoir l'air d'un expert, tu lis les 3 plus gros livres d'un sujet, d'un thème, et tu passes pour un expert auprès de 90% de la population, quoi. Donc ça, forcément, oui, si t'es chez les devs, bah si tu sais foutre un coup de crayon quelconque, tu seras toujours plus un designer que 90% des devs sur lesquels tu vas tomber, quoi. Ouais. Claire. Et du coup, donc, ce cursus, comme je disais, donc, m'a appris à vraiment, en fait, m'orienter vers le web. Et c'est surtout, en fait, à l'issue de la seconde année du DUT, on avait un stage à faire, un stage en entreprise. Et donc, c'est là où, en fait, j'ai vraiment mis le pied, on va dire, dans vraiment le métier de développeur web. Puisque c'était vraiment ça à l'époque qui du coup m'intéressait, tout en ayant encore une fois à chaque fois le côté jeu vidéo, et on va y venir. Parce que en fait ça va revenir au devant de la scène justement après ce stage. Donc ce qui s'est passé après mon DUT, c'est que j'ai fait mon stage, j'ai pas été pris dans la boîte dans laquelle je bossais, malheureusement, dans l'agence dans laquelle je bossais. Bon, tant pis, enfin voilà, c'est la vie. À ton avis, est-ce que c'était quelque chose qui avait rapport avec ton travail ou pas, ou c'était non, parce que pour le coup j'avais j'avais un très très bon tuteur, honnêtement. J'ai vraiment été le mec, c'était je te dis, le mec à l'époque m'apprenait à scraper Amazon pour générer un site de cover, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on faisait en off. Attends, mais c'est quoi ça? Les mecs, ils faisaient des chaînes Twitch à l'heure, là, c'est pas possible. C'est pour ça que je te dis que j'étais sur un bon tuteur. T'as commencé directement les mains dans le cambouis, là. C'est ça. Vraiment, oui. Il m'apprenait à faire du scrapping, à genre utiliser alors à l'époque on n'utilisait pas XPath, hein, c'était beaucoup plus soit des regex, soit analyser les chaînes de caractères, faire du substring, etc. Enfin donc des découpages de chaînes de caractères, etc. Donc c'est le genre de boîte qui allait réengager un stagiaire après t'avoir eu en stage. Ouais, alors après il y avait qu'un seul développeur dans la boîte qui était mon tuteur, et le reste c'était que des graphistes. Bonjour, hein. Ouais, voilà, on lui passe le bonjour, ouais. Franchement, t'aurais pu l'engager quand même. Ouais. Non mais en fait on a eu un projet après ensemble justement de jeux vidéo, et ça a mal fini. Donc c'est pour ça qu'à la limite on l'embrasse, mais bon voilà, après on te salue pas, Michel, voilà. On salue pas, non, désolé, on va pas en revenir. Okay. Et donc du coup en fait ça fait que suite à ce stage, donc stage de fin d'année, puisque moi je n'avais pas fait mes études en fait, t'as la possibilité, si tu veux, de faire tes études en mode alternance. Ou alors en mode cycle normal, quoi, c'est-à-dire contrôle continu, et puis en fin de projet d'année, tu te trouves un stage, et puis voilà, quoi. Et accessoirement payé. Ou en oui, bien sûr. Alors, parce que, l'alternance, c'est pas pour faire joli aussi, hein, c'est pour payer les études. Hein. Ouais, l'alternance, c'était payé obligatoirement, puisque c'était régi. Par contre, le stage de fin d'année n'était pas obligatoirement payé. C'est-à-dire que tu avais, je crois, une période de 2 ou 3 mois à passer en entreprise, mais l'entreprise avait la liberté de te payer ou pas. Et moi, en fait, quand j'ai postulé excuse-moi, ce que je voulais préciser pour les gens, on sait jamais les gens s'ils savent pas, mais c'est que l'alternance, le principe, c'est que tu as des organismes de formation qui vont payer, qui vont investir pour payer tes études. Ouais, bien sûr. En échange, l'entreprise va payer l'élève, mais donc en gros, l'alternance sert à financer les études. Hein. C'est pas... Pour ça, je veux pas que les gens imaginent que l'alternance, c'est on se met de l'argent comme ça pour le kiff et puis on apprend le métier. Non, en vrai, c'est surtout parce que sinon tu peux pas faire les études parce qu'il faut les payer, en fait. Voilà, donc je précise au cas où, et ça fait que t'as plus de taf en vrai. Après, c'est un win-win. C'est un win-win pour à la fois la société, pour la société qui t'embauche, parce que c'est on va pas se mentir non plus, c'est une main d'œuvre qui est accessible et qui selon l'organisme de formation, ouais. En fait, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Ça dépend de quel droit tu as sur le remboursement. Ça dépend des cas, en fait. En tout cas, moi, pour le DUT, je sais que c'était souvent, en gros, c'est un moyen pour les entreprises d'avoir des étudiants disponibles pour travailler sur la production. Mais parfois il y a les côtés, il y a un peu les travers qu'il peut y avoir autour de ça, mais bon, c'est un autre sujet. L'alternant où il est censé être encadré, c'est ça. Bon, écoute, débrouille-toi. Il y a Micheline, elle est partie en vacances là, tu vois, pendant les 8 prochains mois. Donc tu reprends ta supérieure, voilà.
Voilà, tu te débrouilles, hein. Allez, salut. Et si tu veux une bonne note, tu te débrouilles bien. Allez, salut. C'est ça, ouais, c'est un peu ça. On aime, ouais. Mais donc moi, ouais, mon stage à l'époque, j'avais eu la surprise qu'il soit payé et je savais pas en fait. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de m'acheter mon premier Mac à l'époque. J'avais acheté un Mac Mini à l'époque, c'était le feu, j'étais trop content. Du coup, en fait, suite à tout ça, je me suis retrouvé un peu pris au dépourvu parce que je m'étais dit, je vais peut-être essayer de continuer mes études parce que je suis pas pris, donc du coup, je vais essayer de continuer mes études et je voulais continuer mes études dans la région dans laquelle je suis en faisant une licence, sauf que j'ai été refusé et j'avais postulé, je crois, à un autre endroit et pareil, refusé. Donc du coup, je me suis retrouvé en fait sans rien. Et à l'époque, je vivais avec une nana, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé en fait. Elle était en première année de DUT, moi j'étais en deuxième année. Et donc quand j'avais fini mes études, elle était en seconde année, quoi. Et donc du coup, je me suis dit merde, je peux pas rester à rien foutre. C'est pas trop mon truc. Mais je me suis dit vas-y, let's go. Tant pis, c'est pas grave. Je vais me mettre à mon compte et puis je vais essayer de voir s'il y a pas des gens autour de moi qui recherchent un développeur ou quelqu'un qui est capable de faire des sites, quoi. Ça alors, tu n'es pas allé au Pôle emploi et la CAF de ta région, Defmute, mais non. Quelle idée. Non, ouais, j'ai pris en fait directement, je me suis dit vas-y, on va tenter, et j'avais quelques contacts. On va bosser, quoi. Ouais, non mais c'est ça, ouais, c'était un peu ça, donc je m'étais dit vas-y, let's go, et puis on verra bien, quoi. Et du coup ça fait que t'as traversé la route des futes en fait. Oui, oui, forcément, oui, c'est ce qu'on va voilà, exactement, ouais. Macron est fier de toi. Ouais. De ton et en fait, spoil, franchement, les premières années de mon auto-entrepreneuriat, ça a pas bien marché. Je suis tombé sur en fait, je pense que le statut d'auto-entrepreneur, quand il a été lancé, je pense que ça a été injustement sous-coté, dans le sens où, vu que ce sont des personnes qui démarraient des activités, il y avait peut-être un côté pro qui s'en dégageait pas forcément, et moi je suis tombé sur des gens qui étaient pas forcément très consciencieux, et je me suis retrouvé à Dev, genre une plateforme de mise en relation pour... qu'est-ce que j'avais fait ? Pour c'est pas vraiment un médium, mais genre une personne qui prenait le temps de parler aux gens. C'était plus de la psy, quoi, on va dire. Et en gros, si tu veux. Tu m'as fait peur. Non. Je t'avoue qu'entre le scrapping d'Amazon, puis le truc de mise en relation avec des voyants. Non, c'est Xavier Niel, en fait, c'est ça que t'es en train de nous dire. Hein, ouais. À ça d'avoir fait du Minitel Rose. C'est ça, tu portes bien ton black hat. Exactement, ouais. Non, mais et en fait, ça fait que j'ai fait des petits projets comme ça. Et en fait, au début, ça a pas bien marché parce que les gens en face avaient pas forcément l'argent non plus. Et je me suis retrouvé à dev des trucs un peu dans le vent. Donc ça faisait chier parce que financièrement forcément tu devs des trucs, tu perds du temps, mais d'un autre côté j'ai appris des choses, donc voilà, ouais, donc c'est voilà. Puis souvent c'est en faisant des projets comme ça un peu qui sortent de l'ordinaire entre guillemets, c'est comme ça que tu te fais la main plus vite parce que t'es déterminé, tu t'es à fond dans ton truc, tu manges du code, littéralement tu manges du code. T'as bossé jour et nuit, j'imagine. Ouais, bien sûr, oui. Enfin, et puis après, c'était les périodes où. Est-ce que c'était les périodes où la journée tu te disais bon, j'ai un bol de céréales, c'est ma bouffe de la journée. Est-ce que c'était ce genre de période-là ou pas? Oui, alors, après, j'ai toujours eu relativement une hygiène de vie assez saine, mais une asperge. Non. Un bol de céréales. Non, mais après, si tu veux, j'ai jamais été entre guillemets dans le besoin de me dire en fait je pense que quelque part ce que mes parents m'ont appris aussi, et ça je le dois particulièrement à ma mère, c'est la gestion de l'argent, en fait, et en fait la valeur que l'argent a. Typiquement, en gros, quand j'étais jeune, j'avais très rarement... Quand tu dis ça, je fixe le Steve Jobs qui est derrière toi. Là il t'écoute, tu vois, là, dans ce que tu dis, la valeur de l'argent, tu vois, vraiment. Exactement, ouais. Lui, il a compris, ouais. Non, mais en fait, ça fait que je pense que en fait, tout ça c'est ce qui a conditionné, en fait, à entre guillemets, mettre de la rigueur et le fait d'être consciencieux dans mon travail, c'est que
j'avais conscience de la valeur des choses, et en fait vu que j'avais pas souvent comment de l'argent de poche, en gros pour me payer un truc, en fait il fallait vraiment que j'économise et que quand je puisse me le payer, j'avais envie de me le payer. Typiquement, un des trucs cons, hein, mais dont j'étais hyper fier, c'était à l'époque, il y avait la PSP qui sortait, donc la première console portable de Sony, oui, je crois bien. Ah, c'était un luxe la PSP quand elle est sortie. La première du nom quand elle est sortie, c'était... Tu sais, vraiment ceux qui l'avaient à... Bon, on n'est pas forcément exactement de la même génération, mais moi c'était à l'école, tu vois. Et ceux qui l'avaient à l'école, tu sais qui était un gosse de riche, tu vois. Parce que quand t'avais une PSP à ce moment-là à l'école, tu vois, c'est un peu comme ceux qui avaient un iPhone à l'école il y a des années, tu vois. Aujourd'hui c'est plus si exceptionnel, mais voilà. Mais donc du coup après ça fait que j'ai souvent effectivement pris le temps d'apprendre la valeur des choses, et par rapport au fait de revenir sur le côté besoin, nourriture, etc. En fait j'ai jamais été dans le besoin, mais en même temps j'ai tout le temps contrôlé entre guillemets mes dépenses, c'est-à-dire que je suis pas une poche percée en fait. Je suis pas quelqu'un qui dépense son argent n'importe comment, et encore plus aujourd'hui après toutes les périodes qu'on a traversées avec le Covid. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Mais ouais, ça fait que je suis pas une poche percée. Et du coup, oui, au travers de ces premières expériences, ça m'a permis de me former, d'apprendre des choses, et il y a le côté jeu vidéo qui était latent et qui, continuait en fait à être présent. Et en fait, je me suis dit, tiens, je fais du dev, c'est cool, mais pourquoi est-ce que je m'essaierais pas finalement à l'écriture sur le web, tu vois? Je me dis, j'aime bien lire des articles de jeux vidéo, j'aime bien tester les jeux. Je me dis, écoute, pourquoi pas essayer. Et en fait, à ce moment-là, je suis sur un site de jeu, et donc un site, le site s'appelait à l'époque jeuxfrance.com. Aujourd'hui, c'est GameKyo. Donc il y en a certains qui peuvent peut-être connaître dans le chat, ou pas. En fait, ce site-là est né de la séparation d'une première grosse rédaction qui s'est séparée après en Jeux Actu d'un côté et Jeux France de l'autre. Jeux France qui s'est transformé petit à petit en GameKyo. Bref, et tout ça pour dire que parmi le staff de GameKyo, il y avait deux rédacteurs aussi qui ont souhaité en fait lancer leur propre truc, leur propre magazine, qui à l'époque s'appelait Press Start, si je me souviens bien. On était très très innovants dans le nom des sites de jeux. Hein. Et c'était un site. À l'époque, tu pouvais te permettre. Oui, il y avait une concurrence vrai, monstrueuse. C'est vrai. Et en fait, ce site-là, à l'époque, il était fait sur un CMS qui s'appelait Joomla. Donc Joomla, ça va peut-être parler à certains. Donc un CMS, c'est un Content Managing System, donc en gros c'est un petit peu comme WordPress, hein. Sauf que Joomla c'était un petit peu plus véloce que WordPress à l'époque. Et donc en fait on a démarré en fait le site de jeux vidéo là-dessus, et puis moi j'ai rejoint le staff, ces deux gars sur ce site là, puis j'ai commencé à écrire des articles, je commençais à apprécier en fait le côté jeux vidéo, le côté test, on recevait des jeux. On dira rien sur Joomla, hein. On jugera pas. Non mais voilà, c'est... On jugera pas. Nuket Clan WordPress, toi tu dis Joomla. PHPBB, voilà tout ça. PHPBB pour les forums. Putain, PHPBB c'était technique en vrai. Pour les gens de l'époque, ceux qui commençaient, ils savent que ça faisait peur PHPBB à l'époque quand tu te mettais dessus au début, quoi. Ouais. C'était le gros morceau. Et du coup, donc j'ai commencé à écrire sur un site de jeu, et en fait, on a très vite atteint les limites de ce que le Joomla pouvait nous proposer. Et donc, du coup, on s'est dit, ce serait peut-être l'opportunité. Toi, tu partais pro hein, là-dessus sur ce projet-là. Genre, toi, tu partais en mode on fait un vrai truc pro ou c'était oui. Pour moi, c'était du sérieux. C'est-à-dire que, si tu veux, les gars m'ont proposé un truc. Je sais même plus comment j'ai rencontré ces gars-là. Je te dis, c'est probablement au travers de discussions. Et probablement, j'avais dû voir peut-être un post sur Twitter ou j'en sais rien. Je sais, si à l'époque, il devait y avoir Twitter. Et en gros, les gars disaient on recrute un rédacteur et tout. Je me suis dit, vas-y. Et je me suis dit, vas-y, let's go, j'essaye quoi. Tu vois, encore une fois, opportunité qui se présente devant moi. J'aime bien le jeu vidéo. Alors t'étais pas payé, hein, qu'on soit clair, hein, c'était de la passion, hein. Mais le mec qui quand même l'un des rédac chefs prenait quand même le temps de te dire écoute, dès que je peux, je t'envoie un jeu. Et puis tu me dis ce que tu veux comme jeu, je te l'achète quoi. Et j'ai toujours trouvé ça cool en fait à l'époque.
parce que ça faisait plaisir de recevoir son petit jeu à la fin du mois ou tous les 2 mois. Clairement, tu m'étonnes. Puis tu dis, je suis sur la bonne voie. Exactement. Genre, et puis c'est une motivation. C'est une motivation. C'est une liasse de billets que je recevrais. C'est ça. Pas un jeu, quoi. C'est ça. Et donc on a atteint les limites du Joomla. Donc moi, à l'époque, je rappelle, je bidouillais un petit peu les sites internet et tout. Et je me suis dit merde, en fait. Finalement, pourquoi pas monter notre propre site, quoi, parce que j'ai les compétences pour faire du développement de sites de jeux. Pourquoi pas, pourquoi est-ce que je développerais pas le futur nouveau site, quoi, et qui nous permettrait d'avoir plus de souplesse, quoi. Alors à l'époque, tout ce qui était framework, etc., en PHP, ça existait pas ou très peu, ou du moins j'en avais pas forcément notion, parce que moi en fait je suis arrivé relativement tardivement dans le monde des frameworks, du PHP. Et ça fait que du coup, j'ai fait en fait ce qu'on appelle c'était pas vraiment du code spaghetti, si tu veux, parce que je faisais pas n'importe quoi, mais en fait j'ai fait du PHP from scratch, et j'ai monté en fait un premier site avec. Ah oui, bien sûr. En fait, PHP. Attends, mais finalement Joomla. On l'a chanté parce qu'en gros, si tu veux, il correspondait plus à nos attentes. Parce que c'était de la merde. Non, pardon. Non, mais c'est ça. Excuse-moi. Ouais, c'était. Oui, on peut le dire. Ça correspondait plus à Joomla. Salut les gars. Salut les gars. C'était bien votre travail. Ça ne correspondait plus à nos attentes. On avait des problématiques, et en fait, ne serait-ce que le modèle de données en fait n'était pas correspondant à ce qu'on voulait. Et du coup, je me suis dit. On est bien d'accord qu'à l'époque, il n'y avait aucune solution de no-code. On est bien d'accord. Ouais, non, on parlait pas de no-code. Enfin, encore une fois, on était, je te dis, à l'époque. C'était à l'ancienne, quoi. Ouais, ça devait être. Je vais pas te dire de bêtises, ça devait être dans les années 2015, 2016, par là. Alors il y avait peut-être déjà des frameworks PHP qui existaient, mais en tout cas moi j'en avais pas entendu, parce que si tu veux, je sortais d'un cursus universitaire d'études, et puis j'ai pris un petit peu le fil de ce qu'on m'avait appris en entreprise, qui était finalement en fait en entreprise j'étais pas sur un framework, quoi. C'était des classes maison, etc., quoi. Donc je suis resté ouais, voilà, donc je suis resté un petit peu sur ça, et j'ai fait du PHP from scratch. Avec mes propres fichiers, mes propres includes, etc. Enfin bref, pour faire fonctionner mon site internet. Enfin, on était 3 à la tête du site, et l'un des 2 rédacs en fait était pas aussi impliqué que en fait l'autre rédac et moi-même en développement. Et on a très rapidement voulu basculer et pivoter, parce qu'en fait on s'est rendu compte que le mec en foutait pas une, et ça fitait pas, quoi, en fait. Et on trouvait ça dommage, si tu veux, qu'il puisse s'appuyer entre guillemets de la notoriété du site pour potentiellement se rendre à des événements, récupérer des jeux, etc. Enfin bref. Et donc du coup ça fait que on a commencé à chercher à faire autre chose. Et avant de faire autre chose, en fait, ce site de jeux vidéo, ce deuxième, c'est vraiment le deuxième sur lequel j'ai mis le pied à l'étrier, j'ai réussi à le vendre. Fait main. Et j'ai réussi à le vendre à quelqu'un qui était intéressé. Ouais. J'ai réussi à l'époque à vendre un site de jeux vidéo. Alors on l'a pas vendu. On l'a pas vendu très cher. Je crois que de mémoire on l'avait vendu 3 000 €. Et ça représentait, je crois. C'est les chiffres que j'avais en tête. Moi, je pensais que t'allais me dire genre 2000, tu vois. Donc, ouais, alors franchement, on l'a vendu 3000. Pourquoi ? Parce que. Bien, hein. Ouais, on était 3, donc on s'est dit, vas-y, 1000 €. 1000 € chacun, ouais. Et puis on s'est dit, ça représente à peu près, je sais pas, genre une année de boulot vraiment un peu décousu, etc. Que, tu vois. Le site que t'as vendu, c'est comme quand aujourd'hui tu vends une page Facebook ou un compte Discord, tu vois. Enfin, une page, un groupe Discord, quoi. C'est un truc. C'est les contacts, c'est plus la communauté au final que tu vends. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, on avait une base d'articles. Enfin, il y avait vraiment quand même un peu de SEO, d'articles, etc. Enfin, bref, c'était pas du bullshit. Et donc, en fait, il y a un mec qui a racheté le site, et qui, après, il a fait sa vie avec, mais ça a pas marché malheureusement pour lui, quoi. Et donc, il y a une autre question qui remonte, c'est tu l'as vendu comment ? C'est vrai que je suis curieux, ça s'est passé comment ? Il y a un mec qui est venu avec un imperméable et une enveloppe devant. Alors, il faut savoir que parmi les sites que j'ai cités au départ, donc la communauté de Jeux France et de GameKyo, il y avait effectivement
un mec qui est un monégasque. Donc ça vous en dit long sur... Donc un monégasque, vous étiez dans un parc, il avait une mallette, vous étiez sur un banc public, comme le dit Rachid, c'est ça? Bah, en fait, lui probablement devait avoir une certaine aisance financière de par, je pense, probablement ses parents. Et en fait, si tu veux, il avait comme volonté de travailler énormément le média à l'époque. Okay. Et notamment axer en fait le contenu, surtout axer le contenu sur la vidéo en fait. Et du coup ça fait que en fait très tôt on a travaillé le format vidéo et le format vidéo en fait je parle de ça à l'époque en fait c'était YouTube versus Dailymotion, c'est-à-dire qu'on était encore dans cette guerre de se dire YouTube c'est pas le média de ce que c'est devenu. Je crois que d'ailleurs c'était même pas racheté par Google à l'époque. YouTube était vraiment une stratégie sur ce coup-là. Ouais, non, clairement c'était précurseur. Hein, le fait quand tu vois comme jeuxvideo.com a bien évolué justement en mettant de la vidéo, en effet c'était bien vu de ta part. Mais justement donc pour revenir un peu à la vente, c'est pour ça que j'ai un peu appuyé sur le côté vidéo, c'est que c'est parce que tu faisais aussi de la vidéo, qu'il y avait cet écosystème-là, t'as donné de la valeur à ton site, on est bien d'accord. C'est ça, en fait, le site, c'était pas juste un site d'actu, c'était vraiment un site d'actu, mais qui était très orienté média. Il y avait la création média dans le site. Voilà, c'est ça. Et à l'époque, j'avais un boîtier d'acquisition, ce qu'on appelle, et donc boîtier d'acquisition qui te permettait de filmer finalement ta console et puis d'uploader tes vidéos et de produire en fait des contenus entre guillemets un peu inédits pour HDPVR. Bien sûr. Non, c'était même pas HDPVR à l'époque, c'est les premiers. C'était quoi que j'avais? C'était l'époque Call of HDPVR, c'était après. Je sais même plus ce que j'avais. J'avais l'avant HDPVR, j'avais un espèce de truc en composite quoi. Ixol qui me dit Elgato. Non mais Elgato c'était bien après. Hein. Ça existait pas. Ça c'était dans le turfu, ça c'est quand il y avait les skateboards volants et les voitures volantes, ça c'est autre chose. La marque c'était une espèce de petite étoile. Alors je serais incapable de te dire ce que c'est, je me souviens plus. Mais bon bref, et c'était des boîtiers d'acquisition en composite. Et du coup il fallait, et en fait quand je dis composite c'est du coup les fiches RCA, donc les fiches Péritel quoi. Donc bon c'était vraiment le Péritel. Voilà. Donc en fait tu pouvais déconnecter des Péritel et t'avais tes 3 fiches, la fiche vidéo et les 2 fiches audio. Et du coup c'est ça que ton site dans lequel tu mettais des vidéos qui étaient tournées avec un boîtier qui avait une Péritel. Comment tu l'as vendu? C'était quoi le processus? Je veux dire, comment ça s'est passé? Le mec il est venu, il t'a proposé comment? En fait je sais qui vous êtes, il t'a appelé au téléphone, je veux acheter votre site. Comment ça se passe un achat à l'époque? Vraiment, c'est vrai que la question se pose. J'ai contacté par Wiz sur Messenger, tu vois. J'ai plus trop les circonstances de comment est-ce que ça s'est déroulé précisément. Tout ce que je sais c'est que c'était quelqu'un qui était proche de notre communauté, donc c'était quelqu'un qui était présent dans le site et c'était quelqu'un qui était aussi présent dans les anciennes rédactions que j'ai citées auparavant, donc Jeux France et GameQ notamment, et il avait l'envie de faire quelque chose autour du média. Il se trouve qu'on était la montée du site quoi. Donc c'est ça. Donc pour lui, si tu veux, le site pouvait être un tremplin vers finalement autre chose, et c'est là où on s'est dit à l'époque, nous on le vend 3000 € parce que ça nous semble être à peu près juste quoi. Mais donc le processus, moi en fait la question que je me pose, et je pense que d'autres se posent la même question, c'est oui mais c'est quoi le processus qui fait qu'il vient te l'acheter, il t'envoie un mail, il t'appelle, comment ça se passe pour c'est des discussions sur à l'époque c'était sur MSN. Oui, t'as mis un commentaire sur ton propre site. Tu sais. Non. En fait, ce mec-là, c'était un contact MSN. C'est-à-dire que, si tu veux, comme je le disais, vu qu'il faisait partie de la communauté, en fait, nous après à l'époque. Sur MSN. Ouais, oui, à l'époque c'était MSN quoi. Tu vois, c'était pour ça qu'il fallait que je pose la question. C'est qu'en fait, t'avais une communauté sur Windows Live Messenger. C'est ça, ouais. T'as balancé des petits whiz. C'est ça. C'était sur Caramel. C'est ça, exactement. Moi, j'ai connu tous ces trucs-là. Chat de voilà, Caramel, ICQ, IRC. Mais c'est vrai que quand tu dis j'ai créé un site de jeux vidéo, on n'imagine pas tout l'écosystème qu'il y avait à l'époque, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, là aujourd'hui, on est sur un Discord, tu vois. Oui, tout ça, on n'avait pas ça. À l'époque, on avait un site, on se retrouvait quand on voulait tchatcher un petit peu, on se retrouvait sur Messenger. Et après, tu disais, arrête de m'envoyer des whiz, Michel, je sais que tu veux acheter mon site à 3000 €. Mais quand même, il est 23h, Michel. Mais non, et puis t'avais même la possibilité de bloquer les whiz avec des plugins, c'était rigolo quoi.
Ah là 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 là. Mais du coup, ouais, ça fait que j'ai Ok. vendu le site à ce gars-là parce qu'il s'est rapproché de nous et on en a parlé. Et puis du coup, je te dis 3 000 euros parce que ça me question, semblait correct, quoi. Ça te semblait correct, mais est-ce que tu l'as négocié ce prix? Est-ce que tu l'as Non, négocié ou c'est un prix non, qui vient de lui? non. Non, en fait, c'est nous qui l'avons imposé. Et comme je te Ah. l'ai dit, Ça va, on alors, s'est c'est- mis d'un commun accord avec les 3 personnes, puisque vu qu'on était 3 sur le truc, on s'est dit bah, c'est la valorisation du travail qu'on a fait dessus. On lui vendait un site clé en main. Charte graphique, notoriété et tout, et on s'est dit bah vas-y, si on a ce billet là, bah c'est hyper cool. Et franchement, je vais pas te mentir, hein, quand t'es en sortie d'études, que en gros tu vends un site de jeux vidéo très jeune, parce que pour moi c'était si tu veux, enfin je sortais de mes études, j'étais dans une période où bah j'avais pas réussi à faire nécessairement mes activités en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis bah là j'ai ma première vraie opportunité où on me dit bah tiens, je suis prêt à acheter, je suis prêt à recevoir enfin tu sais 1000 balles de cash. Et 1000 balles de cash à l'époque pour moi, mais j'avais l'impression de gagner au loto, quoi. Enfin j'étais vraiment littéralement, je me disais mais putain waouh, enfin c'est quoi ce truc de dingue, quoi. Il m'arrive un truc de ouf, quoi. Et ce truc de ouf, c'est ce qui m'a permis derrière d'upgrader et de changer, de vraiment de me dire bon allez vas-y, là cette fois-ci je m'oriente vraiment dans le web. Je sais que je vais aller là-dedans, je vais encore plus approfondir, et je me suis foutu je me suis racheté un Mac, en fait. Enfin, alors c'est aussi, ça peut paraître très con, tu vois, parce que je disais tout à l'heure que je faisais vachement attention à ma thune. Tu l'as acheté ou tu t'es racheté? En fait, j'avais un Mac mini à l'époque, comme je te l'ai dit, suite à mon stage, Okay. et j'avais un PC aussi, un PC portable. Ouais, et en fait, je me suis dit, on est d'accord que c'était pas de la folie, quoi. Non, Et, non. Voilà. Et du Vraiment, coup, ça dépanne. et en fait, à l'époque, je m'étais dit, en fait, c'était un peu un. Tu sais, il y a des trucs comme ça quand t'es jeune, tu te dis j'ai envie de les avoir, quoi, tu vois. Et je m'étais dit putain, vas-y, le Mac, dès que j'en ai l'opportunité, je le fais, quoi. Et là, en fait, l'opportunité se présentait. Et en fait, le fait de me dire ouais, je suis capable de travailler, de faire des choses et de vendre, je me suis dit putain, en fait, c'est vachement game changer, parce que ça me permet en fait d'accéder à ce à quoi j'ai envie, quoi. Et donc du coup et là, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es dit bon fuck le JV. Alors oui à la presta. non, alors ça a continué après le jeu vidéo, parce que en fait quand j'ai vu justement l'aptitude que j'avais à créer du contenu, l'aspect créatif, encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, que le côté créatif on le voit pas forcément chez moi, mais en fait j'ai été, je pense, assez éveillé vis-à-vis de ça. Pourquoi ? Parce que donc suite à cette vente de site internet, j'en ai réouvert un. J'ai réouvert un site de jeux vidéo. Et ce site de jeux vidéo, cette fois-ci, je voulais encore plus l'axer sur la production de vidéos, mais j'avais une idée à l'époque. Et mon idée, c'était de me dire, attends, il y a Facebook, donc on était, je voudrais pas te dire de bêtises, on devait être dans les années 2008 par là. C'est pas de bêtises, il y a The Facebook. Il y a The Facebook, ouais. Et du coup, en fait, c'était à l'époque de la PlayStation 3 et tout, et moi je jouais de temps en temps en ligne, etc. Et je me dis mais merde, putain, fait chier, enfin, j'ai envie de jouer avec des gens, et je sais pas quand est-ce qu'ils sont dispo, putain, c'est relou et tout. Et je dis mais pourquoi est-ce que je dev pas un site sur lequel je vais à la fois faire du contenu vidéo, du contenu d'actualité parce qu'on avait besoin d'actualité pour faire du SEO, du contenu vidéo pour être présent sur les plateformes de réseaux sociaux, et puis à la fois les éditeurs et développeurs vont apprécier qu'on fasse des tests. Donc je reviendrai un petit peu sur cette partie après, sur les opportunités que ça a pu créer. Et je me suis dit attends, je vais essayer d'inventer en fait un site web sur lequel tu renseignes ta bibliothèque de jeux, d'accord, en tant que joueur. Donc tu dis je possède ce jeu là, et s'il y a d'autres joueurs qui possèdent aussi ce jeu là et qui disent moi aussi je le possède sur la même plateforme, j'ai envie de créer un événement dessus. Et l'événement c'était quoi ? C'était j'ai envie de jouer à 21h samedi à FIFA, et tous les gens qui avaient le FIFA sur la même plateforme recevaient une notif sur le site qui te disait, donc c'était vraiment une notification, on n'est plus genre une alerte par mail, on était vraiment J'étais choqué, là. on était vraiment sur quelque chose de moderne à l'époque, parce qu'en fait on avait une plateforme sur laquelle on pouvait se donner rendez-vous, et en fait on avait déjà pensé on était moi je trouve que ce site-là était très précurseur, parce qu'on avait aussi en fait un chat qui fonctionnait en Ajax, c'est-à-dire que t'arrivais sur la plateforme, une fois que t'étais connecté, t'étais connecté en fait avec toutes les personnes qui étaient présentes sur le site et connectées, et donc tu pouvais littéralement en fait chatter avec n'importe qui, quoi, mais avec ce côté jeu vidéo, quoi. Et justement, t'as Surgical qui demande t'as fait Steam. C'est vrai que là t'étais précurseur. En fait, c'est fou comme à chaque fois. En fait, t'as fait jeuxvideo.com, puis bon, finalement, tu l'as vendu 3000 balles. Et là, tu t'es dit, bon, maintenant je vais faire Steam.
Ouais, pas mal. En fait, le gros problème de ma carrière dans le jeu vidéo, c'est que j'ai trop souvent été dans l'ombre justement des médias entre guillemets mainstream et qui eux avaient en fait un contenu qui était très axé sur l'actualité. Et en fait, moi j'avais très très vite compris que c'était pas sur l'actualité que j'allais percer. Et donc je me suis dit, ok, l'actualité on va la faire en tâche de fond, ça sert à rien qu'on soit les premiers dessus, on va couvrir au maximum l'actualité comme on peut, mais ce sur quoi on va se concentrer, ça va être justement sur des fonctionnalités que mes concurrents n'ont pas. Donc le fait de pouvoir jouer en ligne et se donner rendez-vous, ça c'était une fonctionnalité qu'aucun site de jeux vidéo n'avait à l'époque. Donc c'est sur quoi je me suis buté à faire. Et puis après la production de médias vidéo, alors à l'époque il y avait la JVTV qui existait, donc sur jeuxvideo.fr, avant que ça ait été mis en friche entre guillemets. Et en fait on a commencé à faire ça. Là, je t'avoue que quand je t'écoute là vraiment j'ai l'impression que je parle à un patron d'une boîte qui vaut 150 millions là actuellement. Quand tu me dis alors on a commencé, on a fait du SEO, on est parti, on s'est dit ça c'est une fonctionnalité qui n'existe pas, let's go, voilà une stratégie en béton armé. Donc la question qui se pose c'est qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire alors déjà d'une, ce qu'il faut savoir, c'est que ce site-là m'a ouvert beaucoup d'opportunités et ce que je peux indiquer probablement pour les gens qui écoutent, c'est que en fait, il y a pas de règle à proprement parler sur le background que vous avez. Moi, je resitue le contexte. J'étais dans une ville en Mayenne, une toute petite ville. J'étais personne, franchement. Et ce site internet m'a permis de faire quoi ? Il m'a permis de travailler avec Microsoft pendant 10 mois, d'accord ? Pour avoir une émission vidéo sur la Xbox 360. Donc en gros, j'avais mon émission sur une console de jeux vidéo. Moi, un mec paumé dans un trou, dans un truc en France où tu te dis, mais attends, c'est improbable. Et j'avais mon émission sur le dashboard de la Xbox 360. Pendant quasiment un an, j'ai eu ça. Et qui plus est, j'ai pu aller aussi à l'E-Cube, donc l'E3 pour les Français, qui est un gros salon de jeux vidéo à Los Angeles. Et je te dis, ça c'était en 2010. Et ça c'était pareil, un rêve de gamin, parce que pour moi, tu sais, qui suivait le jeu vidéo, il y avait 2 trucs que je voulais faire, c'était Tokyo Game Show et E3. Alors Tokyo Game Show, j'ai jamais pu le faire, mais l'E-Cube, l'E3, j'ai pu le faire. Mais putain, mais je me dis, encore une fois... T'as eu la photo avec Ishimi... Ah putain, c'est quoi déjà son nom alors j'ai eu la photo avec le créateur de Metal Gear, comment est-ce qu'il s'appelle ? C'est Kojima, Hideo Kojima. Donc effectivement, j'ai cette photo-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des photos avec Marcus aussi, probablement. Marcus, certains connaissent Marcus de Game One. Marcus, c'est le GOAT pour ceux qui aiment le jeu vidéo. Et puis surtout ceux qui ont ton âge, désolé, mais qui vraiment ont grandi en étant assez éveillés avec Marcus, qui était le premier à faire du let's play, qui montrait du jeu vidéo, des séquences de jeux vidéo, qui jouait littéralement à la télé. Donc je veux dire, il a créé Level 1, c'est ça. Delph, merci. C'est ça, ouais. Voilà, vraiment le premier let's play, c'est Marcus qui joue au jeu vidéo tout à fait, à la télé. Je veux dire, c'est à l'époque, c'est impensable. Tu te retrouves avec une émission où on allume un jeu, on joue. C'est ça. Le mec, c'était Twitch avant l'heure, quoi, tu vois. Franchement, Game One là-dessus, c'était vraiment. Pendant ce temps-là, t'as des réalisateurs has-been qui disaient, il y a vraiment des gens qui vont regarder d'autres gens jouer à des jeux vidéo. Ouais, mec, il y a des gens qui le faisaient à la télé avant que ton émission existe. Je sais pas. Mais ouais. Mais donc, franchement, mais donc ça veut dire que ton site, ok, ça a pas fait la start-up qui t'a gagnante sur l'aspect purement site. Par contre, c'était un tremplin qui t'a donné de la visibilité, qui t'a permis de faire des choses qui t'ont, d'une part, qui étaient gratifiantes, et aussi qui t'ont formé, tu vois. Genre, c'est des expériences qui derrière t'apprennent tellement de choses. J'ai appris. Le voyage dont tu parles, c'est enrichissant, tu vois. Oui, si tu confirmes, mais moi, je sais que les seules fois où j'ai pu bouger comme ça, des événements comme ça, tu ressors grandi derrière, t'as des expériences, tu croises des gens, comme tu croises jamais, quoi, d'habitude. Ouais, c'est magique parce qu'en fait, tu te rends compte que j'étais pas forcément le plus gros site de jeux vidéo à l'époque, mais en fait, il se dégageait un truc sérieux chez nous, au point que d'ailleurs, même la rédaction de Gameblog à l'époque avait entendu parler de nous justement par rapport à l'émission sur la Xbox, et j'avais recroisé Julien Chiez d'ailleurs sur un salon. Et quand il était venu me voir et tout, en fait ils avaient fait un espèce.
Ouais, ils avaient fait Déjà, un espèce. juste la phrase, il est venu me voir, tu vois. C'est pas j'ai croisé Julien Chiez et j'étais en mode Julien Chiez. Non, c'est Julien Chiez est venu te voir. Ouais, enfin alors après, j'avais été sur un salon je crois de Ankama, je veux pas dire de bêtises, qui faisait un espèce de, parce qu'à l'époque, bah voilà, les relations presse faisaient que je pouvais être invité dans des événements. Ankama, Voilà. on le rappelle, mais studio de jeux vidéo, bon, hors Ubisoft qui a quitté la France depuis un petit moment, mais hors Ubisoft, studio de jeux vidéo number one français, il me semble aujourd'hui. Ah bah oui, enfin avec Dofus, c'est vrai qu'ils ont tous Tonks. Ouais, Ils représentent complètement. la France, quoi. Ouais, ils ont fait un lore. Et eux, ils restent français. C'est ça la Ouais. différence avec certains. Et non, mais juste pour finir par rapport à ça, c'est que comment on a discuté, enfin, et ça a permis d'avoir beaucoup d'opportunités. Et en fait, c'est ce que je veux dire au travers de ça, c'est que lorsqu'on conçoit des produits, etc. En fait, faut pas sous-évaluer votre capacité à potentiellement réussir quelque chose, même si ça peut paraître en fait un peu anodin au départ. C'est-à-dire que moi, en fait, quand j'ai fait mes vidéos de contenu, et ça, je vous le leakerai un jour, parce que vous verrez qu'en fait, si on resitue du teasing à chaque fois. non mais si on resitue par rapport à l'époque, et là à l'époque j'avais acheté le Oppo HD PVR, donc c'était vraiment à une époque où ce truc-là il valait un bras, hein, c'était 1000 balles je crois à l'époque le boîtier d'acquisition, et j'ai investi là-dedans. Et ça m'a permis justement de produire des contenus qui étaient en HD, et pareil, enfin des contenus HD à l'époque sur internet, t'en avais très très peu quoi. Et on a fait, mais enfin t'imagines même pas, tu sais qu'on a déjà un peu discuté en off un petit peu de mon passé, mais bien discuté. Et il y a notamment certaines émissions où en gros sur Dailymotion il y avait à l'époque une émission qui était souvent mise en avant, ça s'appelait Push Start cette émission. Et à côté de ça, dans les trucs c'est très récurrent. Et donc en fait, à côté de ça, moi aussi je faisais une émission hebdo. Alors avec des personnes, hein, j'étais aidé. Je veux pas me remettre la gloire uniquement sur moi, mais j'ai été aidé par toute une équipe. Et en fait, ça a fait que de fil en aiguille, ce projet a intéressé un des anciens camarades de mon cycle d'études en DUT, et qui lui pour le coup a vraiment été très très tôt très éveillé vis-à-vis du référencement et de Google, et qui a lancé un business qui lui a permis de très rapidement en fait faire de l'argent avec de la publicité et de l'audiotel. Je reviendrai pas sur les détails de tout ça. Mais toujours est-il que voilà, quand il a eu écho de mon site internet, en fait, il est arrivé avec son associé en tant que business angel, et c'est là où en gros ça a été de nouveau en fait un nouveau cap, hein, finalement dans la progression de ce que je suis. Et en fait ils ont investi de l'argent sur la table, ils ont dit bah ok, go, vas-y, ton site, on a confiance. Et du coup on met de l'argent sur la table, t'as besoin de combien, on te laisse 1 an et vas-y, let's go quoi. Et donc en fait ça fait deuxième fois. Bah ouais, deuxième fois, ouais. La première fois c'est on te rachète, la deuxième fois c'est bon, bah on investit. Ouais, alors après, franchement, peut-être qu'il y avait peut-être un côté rassurant, peut-être que, encore une fois, c'est peut-être le côté consciencieux de me voir m'appliquer, de faire les choses. Puis après, les statistiques étaient quand même propres pour l'époque. Mais en tout cas, ça a fait que. Non, mais vraiment, je te jure, il y a Jace dans le chat qui nous dit Defmune de la Silicon Valley. Et c'est vrai qu'actuellement, vraiment, dans ton parcours, c'est que des. À chaque fois, t'as pas Stonks, mais t'as des signes qui mènent, on dirait, vers un Stonks, tu vois. Genre, il y a un truc qui, à chaque fois, c'est. Ça monte, il y a plein d'opportunités, ça se déclenche. Ouais, bah oui, c'est. Et le non-sueur. Non, mais ça fait que je pense que, comme je le disais, pour moi, en fait, je pense pas avoir quelque chose de magique. Je pense que. En fait, juste. Ouais, et c'est ça en fait, c'est que en fait, je suis quelqu'un qui est, comme je le disais, consciencieux et qui a conscience, encore une fois, de la valeur des choses. Et c'est-à-dire que à l'époque, quand je produisais de la vidéo, je faisais pas juste en fait je faisais pas juste de la vidéo pour faire de la vidéo. C'est-à-dire, j'étais pas là avec mon micro. Oui, alors c'est Jean-Michel qui fait son test avec un micro pourri. En fait, déjà en fait à l'époque, je prenais le temps moi-même de re-regarder mes vidéos et de me dire attends, qu'est-ce que je peux améliorer.
Et en fait, tout ce processus de je regarde, je critique me permettait en fait de systématiquement améliorer le travail que je faisais, quoi. Et ça fait que, en fait, je pense que c'est tout ça qui a entre guillemets apporté le fait que des business angels viennent mettre de l'argent sur la table. Et spoil. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, les 3/4 des vidéos que tu voyais, c'était vraiment. Ah oui. Bien salut, bienvenue dans le Let's Play, c'est génial. Exactement. C'était ça à chaque fois. Hein. Donc, c'est clair que si t'avais une qualité, et on a eu des petites discussions, tu m'as montré des petites choses. T'avais de la qualité. Hein. Oui. C'était impressionnant. Ouais. Vraiment pour l'époque, et pour faire partie des gens qui, assez jeunes, voulaient faire des trucs de qualité, justement. Et voyez ce truc la plupart des gens font des trucs qui sont pas de la qualité. Pas pour autant que ça les empêche de marcher. Mais en tout cas, la qualité, c'est assez rare. Et surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, ça c'est un peu plus standardisé. C'est plus facile aujourd'hui. Oui, à l'époque, à l'époque, ça demandait un boulot de fou d'avoir une bonne qualité. Et ça demandait de payer cher aussi. On sous-estime. Aujourd'hui, tu t'achètes un Wiko, tu auras quand même une vidéo correcte. Tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était pas un Wiko qu'il fallait. Non, c'est clair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué aussi de percer dans ces domaines-là. C'est parce qu'en fait, la technologie est tellement accessible facilement que finalement, tout à chacun et n'importe qui peut potentiellement le faire. Mais en fait, on est tellement nombreux que c'est compliqué, quoi. C'est délicat, quoi. Tu avais la valeur de l'argent, mais je veux dire, tu savais quand même le dépenser, l'investir pour faire des choses de qualité. Ouais. Et ça, parce que comme tu as dit, tu as acheté le Mac très vite. Tu n'as pas acheté une PlayStation ou je sais pas quoi. Enfin, c'était pas ça ton goal. Non, c'était pour moi. Pas que tu t'en as acheté une. Je veux dire, c'était pas ton goal. C'est pas ça que tu voulais acheter dès que tu avais de l'argent. Et là, pour la vidéo, on sait qu'à l'époque, quand tu voulais des vidéos de bonne qualité, il fallait un appareil de bonne qualité. Un appareil de bonne qualité, ça coûtait la peau du fion. Je veux dire, vraiment, je vous jure, on se rend pas compte pour ceux qui sont pas de cette génération, mais ça coûtait vraiment cher, quoi. C'est comme du matos semi-pro d'aujourd'hui. Ou même presque pro à l'époque, quoi. Donc c'est un investissement. Alors ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que on peut se demander pendant tout ce temps où est-ce que je trouvais l'argent, parce que effectivement faut vivre à côté, parce que là en bas de la rue je traversais la route et c'était bon, quoi. Non mais en gros ce qu'il faut bien comprendre, c'est que et je vais rebondir encore une fois sur le côté opportunité. À l'époque, et je pense que je veux pas me jeter des fleurs, mais probablement les gens l'ont remarqué en stream, mais j'ai une élocution qui est plutôt, on va dire, claire dans l'ensemble, et que j'arrive à me faire j'arrive à me faire comprendre en essayant de vulgariser au maximum, quoi. Et en fait, ça c'est quelque chose, l'aspect pédagogique, c'est quelque chose que j'ai souvent mis en pratique dans ma vie, et je l'ai mis en pratique il y a quelques années auparavant en étant justement professeur et intervenant dans une école. Justement, on allait venir. On va y venir après. Et juste avant ça, en fait, pendant toute la phase où j'ai eu mes sites de jeux vidéo, en fait, j'ai travaillé en tant que vendeur dans une boutique de jeux vidéo. Donc c'était assez drôle parce que en fait j'y suis arrivé comment, en fait mais le truc tout con. Donc dans la ville dans laquelle j'étais à l'époque, mon ex voulait, une des ex que j'avais voulait changer de téléphone. Pardon monsieur, excusez-moi. Non mais voulait changer de téléphone. Bref, on se rend dans une boutique Orange et tu sais, je commence à regarder un petit peu les téléphones, à expliquer et puis à parler et tout. Et là, t'as en fait le dirigeant de la boutique Orange qui vient vers moi et qui me dit vous recherchez pas un emploi? Et je fais mais oui, mais je te promets. T'avais un t-shirt pour l'emploi, c'est quoi? Mais non, mais j'en sais rien. Et ça, franchement, si vous me connaissez un petit peu, je dis souvent que ma sociabilité me pose des problèmes aujourd'hui, parce qu'en fait, je sais pas, mais des fois les gens sont comme attirés par entre guillemets ce que je dis, ou j'en sais rien, quoi. Tu dégages des ondes. Bah je sais pas, ouais, c'est peut-être ça. Tu dégages des ondes de demandeurs d'emploi. C'est ça, ouais. Alors peut-être que à l'époque j'étais crasseux, j'avais des trous dans mes fringues, j'en sais rien. Peut-être qu'il s'est dit, vraiment, j'ai pitié, quoi. Pour moi, je le vois comme les mecs qui t'alpinguent dans la rue. Et tu veux pas de la drogue? C'est ça, ouais. Mais toi, c'est vraiment. Tu veux pas de l'emploi, ouais. Et en fait, le mec donc voulait que je vienne bosser dans sa boutique de téléphone. Et du coup, en fait, le soir même où je suis rentré, je me suis dit non mais attends, on est capable de me proposer un emploi dans la vente. Là, je me suis dit attends, il y a des boutiques de jeux vidéo dans cette ville. Bah vas-y, tu sais quoi, j'écris, je fais un CV, je fais une lettre de motive, j'y vais, quoi.
Et donc t'étais toujours pas chez Pôle Emploi ou à la CAF à ce moment-là, tu t'es directement remis au travail. En fait j'avais mon statut d'auto-entrepreneur et puis en tâche de fond. Alors si bien sûr t'as des aides, on va pas se mentir, je veux dire t'as quand même effectivement de la CAF, voilà, et puis du coup ça fait que j'avais pas non plus on vivait sous un toit qu'on pouvait payer genre à une seule personne, quoi, tu vois. C'était spartiate, mais bon, ça faisait le taf, quoi. La bonne époque. Voilà, exactement, ouais. Et puis quand on est jeune, on est un peu insouciant et on a moins de besoins qu'aujourd'hui, quoi, voilà. Quand t'es étudiant, c'est ça va. Et du coup, donc, ni une ni deux, en fait, j'ai postulé je suis allé voir les boutiques de jeux vidéo de la ville dans laquelle j'étais. Et hasard de la chose, je vais dans une boutique, dans l'enseigne Game, qui s'appelait avant Score Game, effectivement. En fait, je passe dans cette boutique, je dépose un CV, une note de motif et on me dit ah oui, vous venez pour l'emploi qui est disponible. Et moi je fais les ondes, encore les ondes. Non, mais, du coup je fais mais what, enfin de quoi vous parlez. Et puis du coup je pose, je fais oui, enfin je viens pour demander s'il y a un poste et tout. Et en fait à ce moment-là précis, en fait, peu de temps avant, il y avait un des mecs qui était à mi-temps, qui avait volé de l'argent dans la caisse, et qui en fait ah ouais non mais c'était une dinguerie, hein. Et qui s'est fait en fait pincer par l'autre vendeur, et donc du coup qui a été viré, quoi. Et en fait, je suis arrivé au moment où en fait ce mec a été viré, qui recherchait quelqu'un, mais sans que je le sache, quoi, tu sais. Oh putain, mais donc, il était encore là. Est-ce que tu l'as mis une tape sur le dos ou pas? Non, il était plus là au moment où je suis arrivé. Donc en fait, ça fait que j'ai pu trouver un boulot à mi-temps. Donc j'avais un mi-temps 15 heures et ça correspondait mais vraiment à ce que je voulais pour pouvoir faire mon site de jeu. Faire des trucs à côté, c'est ça. Mon site de jeu, avoir une petite rentrée d'argent, et comme je vivais pas au-dessus de mes moyens et qu'à l'époque j'avais pas besoin de grand-chose, finalement couvrir comment mes dépenses, ça me suffisait amplement, quoi. Alors, j'avais pas le même train de vie que j'ai probablement aujourd'hui, notamment au niveau de l'alimentation, mais j'étais pas à plaindre. Enfin, j'étais pas dans le genre à devoir aller au secours populaire. Ouais, voilà, ouais. Mais j'étais pas non plus, tu vois, à acheter du bio, etc. Enfin, ça c'est venu beaucoup plus tard, quoi. Bon, bref, tout ça pour dire qu'en gros, même j'ai envie de te dire, même à l'époque, le bio c'est venu beaucoup plus tard de toute façon, hein. Non, mais c'est tout ça pour dire qu'en fait j'ai toujours appris à vivre en fonction de mes moyens, quoi. J'ai jamais prétendu vouloir plus que ce que je gagnais, quoi. Et typiquement, un des trucs qui m'a souvent fait de la peine quand j'étais en boutique de jeux, c'était de voir arriver des gens, donc des familles, des jeunes, un jeune couple avec un enfant, genre l'enfant dans la poussette, et prendre un crédit pour s'acheter une console de jeu. Ça m'a toujours fait un peu de peine, mais en fait après malheureusement, enfin tu peux rien, enfin tu peux pas, et puis de toute façon tu peux pas leur dire, enfin je veux dire t'es personne pour les éduquer, leur dire tu prends pas de crédit, parce que le crédit de toute façon quoi qu'il arrive ça te reviendra plus cher. Évidemment, mais c'est comme ça que l'économie se fait, etc. Voilà. Tout va bien, oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Excusez-moi, discours de droite évidemment. Vous êtes bien sur touche pas à mon code. Hein, c'est ça. Ouais. Touche pas à ma droite. Non mais donc, du coup. Donc à partir de là, quand tu t'as traversé la rue plusieurs fois et qu'à chaque fois t'as eu un emploi et t'as réussi à avoir une situation correcte, là tu peux avancer sur ton site de JV, t'as un taf à mi-temps en même temps et tu bosses dans le jeu vidéo sur ton taf à mi-temps aussi. Ouais. Donc vraiment, tu as une cohérence dans ton métier qui est pas mal, vraiment. Comment on arrive à être développeur dans cette histoire? Parce que j'avoue que ça se passe trop bien là pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, pour moi, tu crées une boîte dans le jeu vidéo. En fait, c'est toi qui as fait jeuxvideo.com. Là, en fait, tu nous as pas dit. Mais... Donc du coup, en fil rouge, je faisais toujours un peu de développement avec ce site, mais c'était pas mon activité principale. Encore une fois, moi, à l'époque de mes sites de jeux vidéo, j'étais beaucoup plus dans le côté création, rédaction, plus qu'en fait développement, quoi. Et en fait, au moment où les business angels sont arrivés avec de l'argent sur la table et qu'on a dû monter une structure, c'est là où ça a fait tout péter en interne. C'est-à-dire que sur la table, forcément, voilà. ça motive, ouais, ça convainc. D'ailleurs, Visuel qui nous fait la suggestion de touche pas à ma thune. Touche pas à ma thune. Donc pas mal. On change l'émission. Ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment où j'ai eu une structure qui a été créée, moi j'ai dû sécuriser l'investissement, c'est-à-dire que tu peux nous parler un peu des fonds ou pas? Oui, des ordres de grandeur. Alors, en fait, parce que tu dis j'ai une équipe et tout, on se rend pas compte, tu vois. Est-ce que t'as eu 1 million ou t'as eu 10 000 balles? Non. En gros, l'idée c'était de faire vivre une personne qui portait le projet, donc moi, et que derrière, en fait, l'activité du projet continue telle qu'elle
fonctionnait aujourd'hui. Et en gros, j'ai eu le droit à 20 000 euros d'investissement. Donc en gros, de quoi littéralement dire 20 000. Ouais, de quoi me payer. 20 000 en tête. En fait, mon pote de l'époque a été très cash avec moi. Il m'a dit, mais t'as besoin de quoi? En fait, moi, j'avais un salaire de mi-temps à 15 heures et je lui ai dit, écoute, mec, tu me mets au SMIC, je bosse temps plein, ça me va très bien, quoi. Et donc, voilà, et je tiens un an, quoi. Et donc, en gros, c'était ça, quoi. Donc, 20 000 balles sur la table. Fallait tenir un an, fallait faire tourner les trucs. C'est ça. Sauf que quand il y a eu effectivement la création de la structure, moi, j'ai dû me protéger de pas mal de choses. Donc, tous les rédacteurs qui travaillaient avec moi, donc il y a eu des rétributions. Il y a eu des gens qui sont venus à l'E3 avec moi, il y a eu des gens qui sont venus sur les événements, il y a eu des jeux vidéo qui ont été distribués, etc. Enfin, c'était pas genre juste les gens travaillent bénévolement et puis il y a aucun mérite, quoi. Tout le monde bénéficiait entre guillemets de la notoriété du site, et spoil, ça fait que un des producteurs de contenu du site bosse maintenant chez Gamecult. Donc je suis pas peu fier de ça parce que ça me permet de me dire que ça a créé de l'emploi pour lui, et comment ça fait qu'il est toujours là-bas. T'as été un créateur d'emploi. Ouais, je sais pas. Après, je pense avec l'argent des autres, mais quand même, c'est à ça qu'on voit que t'es un vrai entrepreneur. Non, mais toujours est-il que ça me fait plaisir de voir que lui, il a été capable de rebondir et aussi de profiter de cette expérience pour aller vers quelque chose qui semblait se dessiner pour lui autour de jeux vidéo, tu vois. Et j'ai toujours été dirigé vers le code, toi. Ouais, parce qu'en fait, donc comme je le disais, c'est que l'argent a fait beaucoup de problèmes. Donc j'ai dû sécuriser donc mon investissement, l'investissement qui avait été fait. Donc en demandant des rétributions, donc c'est-à-dire des droits de cession sur les articles, et que sur tous les articles qui étaient écrits, les rédacteurs ne pouvaient plus réclamer de droits, parce que je ne voulais pas que le jour où potentiellement il y avait de l'argent qui allait rentrer dans la boîte, en gros les personnes qui avaient rédigé des contenus puissent me dire ah mais Othéen en fait là je t'ai écrit sans article, donc en fait je valorise ça, voilà, et je suis redevable. Donc moi en fait dès le départ j'ai dit écoutez les gars, on part sur un truc un peu plus sérieux. Si je peux faire croquer dans le gâteau, il y a absolument vraiment zéro problème, parce que c'est toujours ce que j'ai fait. Mais jusque là pour le moment ça va pas être possible et je suis obligé de sécuriser ça. Et je dis même pas ça vis-à-vis de vous parce que j'ai pas confiance en vous, mais je dis ça parce qu'en fait si demain on fait rentrer quelqu'un d'autre, il peut aussi mettre en péril potentiellement ce qu'on est en train de construire, quoi. Et les rédacteurs à l'époque en question, tu les payais, tu leur achetais les droits des trucs ou pas? Non, en fait, tout était fait bénévolement, et si tu veux, tout le monde bénéficiait aussi de la notoriété entre guillemets du site internet. C'est-à-dire que quand il fallait. Donc Monsieur Mute, vous payez un salaire et les gens autour ne sont pas payés, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Au moment où j'ai les documents qui ont été fournis. Cache avec explication, ouais, c'est ça. Ouais. C'est noté, c'est ici. Je t'avais dit que t'allais y passer. Il me la sort, putain la vache. Non, en fait, avant l'investissement, avant l'apport financier sur la table, on était tous rétribués. De façon équitable, c'est-à-dire que quand il y avait des jeux à tester, les jeux allaient chez les uns et les autres. Quand il y avait des événements, on a été l'une des rares rédactions à pouvoir être à 3 personnes à l'E3 à l'époque, quoi. En fait il y avait un rédacteur, un caméraman avec moi, donc un pote qui filmait, plus moi-même, et on était, je crois, l'une des seules rédactions qui avait en fait 3 personnes. Alors on a dû financer une partie des frais, je crois qu'on a dû juste payer nos billets d'avion, mais tout sur place était géré. Mais bon, voilà, quoi. Et donc en fait donc vraiment tout le monde bénéficiait de ça. C'est ça. Et puis encore une fois, toi tu faisais en sorte que ça tourne quand même, que ça existe, hein. Voilà, faut dire aussi que toi tu t'as fait autant que dev que de tout en fait. Ouais, et puis tu maintenais tout le bateau, quoi. Ouais, et puis encore une fois, le site était connu, puisque quand multicasquette déjà à l'époque, donc. Ouais, voilà, ouais. C'est ça, ouais. Ce que vous voyez pas, c'est que des fois t'as toujours une casquette, hein, pour ceux qui écoutent, on sait jamais. Mais voilà. Mais en gros, ça fait que j'ai tout le temps effectivement essayé de faire en sorte que chacun puisse y trouver un complément. Mais voilà, le moment où il y a eu de l'argent sur la table et la création de la société, c'est là où en fait tout a posé problème, et où notamment quand j'ai dit aux développeurs, donc je travaillais aussi avec un développeur à l'époque qui était mon fameux tuteur de stage, d'accord, puisque lui aussi était intéressé par le jeu vidéo. Et j'en reviens, c'est pour ça que je disais que je voulais pas forcément lui dire bonjour, c'est parce qu'en fait ça s'est mal terminé. C'est lui qui bossait pas. Alors non, mais après il a fait beaucoup de bonnes choses, hein, pour le site, hein. Je absolument pas, je suis pas là pour. Il y a eu des soucis. Voilà. Les soucis qu'il y a eu, c'était que il fallait que je reprenne le dev, c'est-à-dire que il fallait que je me consacre à 100% sur l'évolution de la plateforme et sur le fait que je reprenne la main dessus pour justement accomplir ce
pourquoi en fait finalement les investisseurs étaient venus aussi. Parce qu'en fait ils sont pas juste venus, ils m'ont pas juste dit bah tiens prends le fric et démerde-toi quoi, parce que sinon je me serais pas embêté, j'avais des objectifs et donc il fallait les atteindre. Et pour les atteindre, bah forcément lui qui avait déjà un travail de salarié dans l'agence dans laquelle j'avais fait mon stage, bah il avait pas forcément besoin de continuer à coder sur ce site. Donc je lui ai dit écoute, bah je vais récupérer le code quoi. Voilà, enfin c'est le projet, je récupère le code et puis bah je le continue. Et puis voilà quoi. Et sauf que lui en fait lui, il a dit bah non. Et bah voilà, et lui il a dit bah non. Lui il a dit bah non, je veux pas être mis de côté, donc bah je revendique des droits de propriété intellectuelle sur le code. Donc bah à cette époque j'ai pas voulu m'embêter avec prendre la tête. Voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc on a fait traîner la chose quelques mois pour que en gros le site qui était en place reste entre guillemets actif le plus longtemps possible avec la version du code actuel. Mais je suis reparti d'une page blanche. Donc en gros, tout le site que j'avais construit, il a fallu que je le refasse quoi. Donc bah du coup c'est là où je me suis dit ben ok je dois refaire. Mais t'avais tous les accès admin et tout, enfin t'avais les accès ou pas du site? J'ai gardé tout ce qui est base de données, j'ai gardé quoi. Mais le code en lui-même j'ai pas gardé. Donc autrement dit j'avais toutes les datas. Quel homme honnête quand même, parce que moi j'aurais fait un glisser-déposer zippé. Ça aurait été foutu ailleurs et basta. Hein. Ouais. Alors en fait, c'est voilà. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Il y avait. Ah, mais tu l'as dit, t'as été éduqué droit dans tes bosseurs, voilà, c'est ça. Et puis c'est surtout que à la fois mes investisseurs, enfin, ils voulaient pas entendre parler de ça. Donc quand t'as la pression de tes investisseurs, plus de l'autre côté un mec qui te fait chier, tu te dis, ok, vas-y, tu sais quoi, me casse pas la tête. Prends ton code, dégage, et moi je vais continuer, je vais faire mon truc de mon côté quoi. Donc j'avais la base de données et en fait pendant un an j'ai essayé de remettre le projet sur pattes. Sauf qu'en fait je me suis retrouvé avec un seul rédacteur et moi-même en train de gérer en fait tous les aspects du site. Production de contenu. Là où avant t'avais du temps à consacrer au business, enfin à la boîte en elle-même, là t'as dû te foutre dans la cave et faire le site. Ouais, puis pour faire tourner le projet, c'est autre chose quoi. Bah ouais, puis du coup les rédacteurs n'ont pas voulu céder les droits, donc en gros je leur disais vous pouvez pas écrire. Donc ok, tu veux pas qu'on écrive, donc du coup c'est mort, on arrête d'écrire. Ouais. Et en fait j'ai qu'un mec qui m'a suivi et en fait ce mec-là a donné toute son énergie qu'il pouvait et en fait on a poussé le projet pendant un an et au bout d'un an j'ai arrêté. Non. Il est parti avant. Ça aurait été franchement été beau pour l'histoire. Ouais, non, il est parti avant quoi. Ouais, tu veux dire que le mec chez Gacult, il a pas voulu filer les droits alors, c'est ça que tu veux dire? Non, enfin lui il était vraiment sur il est parti, ouais. Ouais, il est parti, ouais. Mais donc du coup ça fait que en fait le projet en fait, j'ai eu un an pour essayer de l'améliorer, mais avec les soucis que j'ai eu, en fait l'activité s'est arrêtée et on a dû fermer la société. Et donc pendant un an, je me suis retrouvé vraiment à refaire du dev pur et dur, vraiment me buter tous les jours à faire du dev plus qu'en fait faire du management de sites de jeux vidéo qui était plus en fait mon idée de départ. Ce qu'on retient, c'est que tu vois là ça semble être très négatif tout ça, c'est en mode c'est la fin du truc. Ouais. Et en même temps c'est l'opportunité qui nous mène au développeur qui est là aujourd'hui. Exactement. C'est à ce moment-là que qu'il y a un chemin, il y a un gros virage qui est pris là. Sans le vouloir, c'est que là tu te mets à développer, à vraiment devenir le vrai dev. Ouais, tout à fait. Voilà, le dev que tu vas être quoi. C'est ça. Donc là tu t'as bossé sur ce site, le projet s'arrête parce que t'as bossé à fond dessus. Ouais. Que se passe-t-il à ce moment-là? Donc téléphone, encore une fois. Non. En fait, alors j'ai la chance d'être dans le bassin rennais en Ille-et-Vilaine et en fait on est quand même relativement bien lotis dans en tout cas à l'époque on était bien lotis parce qu'il y avait beaucoup de startups et je participais régulièrement à des meet-ups si tu veux. Donc en gros les meet-ups ou ils appelaient ça je sais plus comment ils appelaient, des after-work. Et en gros si tu veux de fil en aiguille je rencontrais d'autres finalement entrepreneurs de la tech et du web. Et puis voilà, enfin j'apprenais tout simplement à me faire connaître, à dire que j'existais, que j'étais un dev, etc. Et à l'issue de ma société, en fait, j'ai postulé pour l'une des startups qui recherchait un développeur quoi. Et donc je suis allé là-bas. Et à l'époque, je suis allé vraiment bold, c'est-à-dire que je partais d'un SMIC.
Et t'étais vendeur de jeux vidéo, enfin dans une boutique de jeux vidéo. Oui, après j'ai eu les 20 000 euros, donc voilà, et je me suis dit bah vas-y, je vais step up et je vais aller me vendre. Je crois que j'ai demandé à l'époque 30 000 euros en tant que vrai premier emploi de dev dans cette startup quoi. Et donc du coup je suis allé là-bas et en fait 30K c'est passé quoi. Donc putain à l'époque j'étais juste trop fier quoi, parce que je me dis putain waouh, enfin trop bien quoi. La légende raconte que quand t'es parti ils se sont dit bon on avait prévu 60K, putain yes. C'est ça ouais. Non, et en fait du coup je suis allé dans une boîte, dans une startup qui fait des services à la personne, donc en gros de la mise en relation entre particuliers et professionnels. Ça évoquera peut-être des choses à des gens sur un certain projet que je fais aussi à propos du lavage auto. Ouais, ça te parle toi la mise en relation. De toute façon, on a compris que la mise en relation c'est ton truc hein. T'es fort là-dedans. Ouais, et du coup ça fait que je suis resté plusieurs années dans cette boîte. Je suis resté je crois 3 ans. Je suis resté 3 ans en fait, donc je suis intervenu en tant que dev et c'est là où j'ai appris à j'ai appris à connaître entre guillemets les frameworks PHP. Donc c'est là où j'ai commencé sur Zen Framework. Donc qui était l'un des précurseurs hein, dans le domaine. J'ai fait Cake PHP aussi. J'ai fait du Code Initer je crois aussi. Voilà. Donc il y avait effectivement ces deux trucs là sur lesquels j'ai bossé et on n'était pas peu fiers parce que en gros on a réussi à faire en sorte que je crois que le site en volumétrie on a réussi à le faire augmenter jusqu'à 1 million de visiteurs par mois, ce qui était vraiment pas dégueulasse. On avait des objectifs qui étaient donnés et on avait réussi à faire en sorte que Internet de l'époque c'était pas le même c'était pas les mêmes chiffres, donc 1 million c'est. Et du coup on avait pendant plusieurs mois on capait 1 million de visiteurs quoi. Non ça a vachement grossi et ça va expliquer la suite des événements. J'espère que t'avais des parts. Alors non, enfin on m'en a proposé mais encore une fois je sais. Non mais après en fait je me demande si en fait, c'est ça qui est curieux avec ce que je vous évoque depuis le début, parce que en fait, comme je le dis, j'ai l'impression de toujours bien rebondir et de toujours avoir eu des opportunités à des instants T et savoir les prendre en fait. C'est-à-dire que je me pose pas forcément 36 000 questions. Je me dis bah vas-y, let's go, on verra bien quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait. Avec cette startup, j'ai commencé développeur. Ensuite, j'ai commencé à être formateur en ayant des stagiaires dans la boîte. Et puis de fil en aiguille, je suis passé de développeur à lead développeur. Et j'avais une équipe de. C'est là que le conseil peut commencer. Et j'avais une équipe de développeurs avec moi, et c'est là où notamment on a appris aussi tout ce qui est les méthodes agiles, donc le Scrum, le Kanban. Et c'est ce qui m'a permis aussi de nouveau ajouter un petit peu plus de structure dans ma façon de travailler. C'est là où tu viens vraiment le dev mute qu'on connaît aujourd'hui en fait. C'est ça. Finalement, c'est le vrai dev qui fait des super tableaux bien dessinés, bien faits, bien. Exactement, ouais. Et donc en fait, cette startup, elle a vachement grossi, elle a fait beaucoup de recrutement et à plusieurs moments, je m'étais déjà pris je m'étais déjà pris des taquets sur le fait que j'étais peut-être un peu trop à cheval sur mes heures de travail, tu vois. Et en fait, ça c'est un truc qui m'a souvent saoulé. Et on en a déjà parlé dans TPMC, mais j'ai horreur par principe qu'on vienne juger en fait ce pourquoi en fait je suis embauché. C'est-à-dire que moi je suis embauché pour un temps de travail, je suis régi par un contrat de travail qui me dit tu bosses tant d'heures par semaine. C'est ma liberté de me dire à un moment donné si j'ai envie de faire mes heures, je fais mes heures. Si je veux en faire plus et que je veux en donner, je suis capable d'en faire plus. Mais je vais certainement pas rester pour faire style, je reste et je bosse plus alors qu'en fait je produis rien. Et moi j'ai toujours eu cette éthique de me dire que j'ai beau être investi dans un projet qui est peut-être pas le mien, ça veut pas dire que je vais pas faire de la qualité, mais pour autant en fait j'ai besoin justement de cette liberté, de cette soupape, de pouvoir en fait aller faire du sport, aller prendre l'air finalement et profiter de la vie quoi. Et en fait souvent j'ai eu ce revers de ouais mais t'es un peu trop comprends pas que tu t'investis pas assez, etc. Ils m'ont proposé des parts, j'ai refusé ces parts. Parce qu'en fait à l'époque je le sentais pas par rapport justement à des remarques que j'avais eues. Après ça devait être engageant sur la durée et tout, donc c'était pas conditionné avec. Ouais, puis de toute façon à partir du moment quoi. Ouais, à partir du moment où tu deviens entre guillemets où t'as des parts dans une boîte, tant que tu ne revends pas tes parts, t'as une certaine forme d'obligation vis-à-vis de la boîte et une certaine forme d'engagement. Et moi j'étais pas prêt vis-à-vis de ça parce que encore une fois par rapport. Ça dépend du contrat ça. Oui. Ouais, en tout cas, ce qui m'était proposé, c'était ça, quoi. Et je sentais le truc venir, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais je m'étais toujours dit,
non, enfin je le ferai pas. Et en fait, la boîte a recruté, il y a eu beaucoup de recrutements, sauf qu'à un moment donné, en fait, ils ont eu un revers de médaille avec une baisse du trafic SEO. Et tout le revenu, un peu gratuit qu'on avait via la publicité et aussi les audiotels, parce que bon, la plupart des sites à l'époque fonctionnaient sur ça. Ça a mis un peu moins de vent dans les voiles et ça a fait que le bateau avançait moins vite. Et en fait, il y a eu une période de licenciement économique en fait. Oui, parce que le bateau avançait moins vite. Traduction, c'était la merde. Ça a coulé petit à petit et plein de gens ont perdu leur emploi. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc entre guillemets, ils ont réduit les postes de dépenses par ordre de priorité en fonction de ce qui était le moins indispensable à la boîte. Donc ils ont d'abord effectivement sacrifié des postes de rédaction, ils ont viré quelqu'un au marketing, ils ont proposé directement aussi un licenciement économique à l'un des développeurs, donc le dernier arrivé. Et puis petit à petit ils m'ont demandé aussi de faire entre guillemets un effort sur mon truc quoi. Donc j'ai eu cette ceinture. J'ai eu cette fameuse convocation où en gros tu as une réunion et on te dit bon écoute tu vois que l'entreprise traverse des difficultés, il va falloir réduire ton salaire, voilà. Surtout on t'expose des chiffres, on te dit il faut que tu réduises de tant de pourcents ton salaire. Et spoil, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque vous avez un licenciement pour motif économique, vous n'avez pas forcément de garantie qu'à l'issue de cette période où vous allez baisser votre salaire, en fait, à terme, votre salaire soit renégocié, voilà, à la hauteur de ce pourquoi en fait vous étiez là auparavant. Et moi, en ayant conscience de tous ces paramètres, je me suis dit non, enfin clairement non, enfin je vais pas. Ouais, j'ai dit non, enfin je le sens pas, enfin voilà, ça m'intéresse pas et voilà quoi. Et donc elle fonctionne toujours, elle a réussi à redresser le mât et à continuer. Dans ce cas, je vais donner un conseil à tous les gens qui nous écoutent actuellement. Si vous vous retrouvez dans cette situation là, ne dites jamais juste non. Dites non, je vais pas juste baisser mon salaire. Par contre, qu'est-ce que vous me proposez pour me convaincre de baisser mon salaire? Et donc, en général, dans ce genre de boîte, dans ce genre de situation, va être obligé de vous filer des parts pour que vous restiez parce qu'elle va y gagner pas mal de thunes. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec des parts dans une boîte qui vaut quand même beaucoup de thunes que vous avez eu moyennant quelque chose qui va rien changer à votre vie parce que si vous êtes à, 2,5K par mois, je pense qu'être à 2K par mois, ça va pas vous tuer. Et pour autant, vous aurez des parts qui vont vous rapporter de la thune sur le restant de vos jours. Donc, n'hésitez pas, des fois, à négocier votre non. Parce que des fois, la négociation du non peut vous rapporter beaucoup. Voilà, c'était le petit apport. Mais après, dans ton cas, peut-être que ça rentrait pas. Tu vois, en l'occurrence... Toi, en mode, bon, moi, toi, t'en avais marre. C'est en mode, bon, de toute façon, cette boîte... Oui. Enfin, il y avait eu une accumulation de détails qui ont fait que, au final, j'étais pas en phase avec ce avec quoi les personnes qui dirigeaient la boîte. J'étais pas dans le même truc. Et puis, encore une fois, moi, encore une fois, même dans mes projets perso, enfin, il y a un temps pour tout. Enfin, par contre, faut pas t'associer avec des gens avec qui tu peux pas bosser. Ça, après, et puis, moi, ce que je disais, c'était plus dans les cas de problèmes comme ça, tu vois, de pas juste dire non, je veux pas juste baisser mon salaire. C'est sûr qu'il faut pas dire oui à ça en soi. Mais faut pas hésiter, il y a des contreparties qui sont possibles. En fait, ce qui m'a été proposé de mémoire, ça devait être 3 ou 5% de part contre, je crois, 30% de baisse de mon salaire, quoi. Et en fait, les 3 à 5%. Ça dépend de la santé de la boîte. Ouais, mais quand tu sais qu'il y a des licenciements éco et que c'est dans une phase descendante, dans ce contexte-là, bon, t'es en train de voir le bateau qui prend un peu l'eau, tu te dis bon, finalement, j'ai peut-être pas envie de rester parce qu'en fait, je sais que derrière, la France est plutôt bien faite pour ça. Je peux avoir un contrat de sécurisation professionnelle et repartir avec une idée que j'avais en tête pour relancer un nouveau projet, quoi. Et donc en fait, Attends. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit un truc vraiment intéressant, c'est les BSPCE qui sont souvent donnés en France doivent être vendus ou liquidés dans les 3 mois de ton départ de la boîte. Les parts d'une boîte, c'est très rare. Mais justement, c'est que si jamais tu prends des parts et que tu les revends, quoi qu'il arrive, à la fin, t'es gagnant, sur le calcul. Après, il faut pas que t'aies des parts sous condition de il faut rester 3-4 ans ou je sais pas quoi. Voilà, faut que tu négocies justement, au lieu de dire non, tu négocies durement pour avoir tes parts là maintenant, ou au moins avoir 1 ou 2%. Qui vont jusqu'à 5 ou un truc comme ça. Et comme ça, quand tu pars, quoi qu'il arrive, t'es gagnant par rapport à ce qu'ils devaient te payer en salaire.
Quoi qu'il arrive, à la fin, t'es gagnant. Ouais. Et eux, ils ont pas de force, ils n'ont pas de point d'appui sur toi, c'est toi limite qui est en position de force. Ouais. Et c'est ça là-dessus. Faites attention dans ce genre de situation à ne pas vous croire en position de faiblesse parce que vous avez 3 mecs en chemise devant vous dans un bureau qui vous disent quelque chose. Juste ça, je mets en avant parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation et le fait de bien réagir à ça peut changer une vie. Donc je précise, si ça c'est vrai, personne, tant mieux. Ne Ouais, vous c'est laissez important, pas impressionner. Et aussi, ne répondez jamais au tac au tac. Prenez votre temps. Non, c'est ça, ouais. Il faut se laisser le temps de la réflexion. Ouais. Mais moi, en l'occurrence, c'était le cas. Enfin, je m'étais laissé la réflexion avant de leur donner une réponse définitive. Et en fait, j'étais pas en phase avec ça. Puis j'aspirais à d'autres choses, dont notamment l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en fait, tôt ou tard, je voulais en fait revenir ce vers quoi en fait j'appréciais, c'est-à-dire bosser pour moi ou bosser pour, être libre finalement, ne plus être dépendant de personnes qui vont juger sur la quantité de ce que je peux apporter plus que la qualité. Parce que sur la plupart des projets sur lesquels j'ai bossé, j'ai jamais fait je crois pas que j'ai eu de downtime sur de la prod, tu vois. Donc en gros, il n'y a jamais eu de prod pété. Il n'y a jamais eu genre de crash au point de devoir faire des rollbacks conséquents, etc. Toujours. Voilà. Et effectivement, et en fait, ça c'est généralement aussi la notion d'uptime d'un site internet. C'est généralement quelque chose. Alors c'est pas quelque chose sur lequel il faut forcément se battre, mais c'est quand même une qualité à prendre en compte sur le fait que d'un point de vue équipe et d'un point de vue développement, d'un point de vue business, le fait de savoir que t'as une stack qui tient sur le long terme et qui tient en fait quels que soient effectivement les événements, et que tes développeurs sont justement rigoureux vis-à-vis de ça, ça a aussi son importance. Et en règle générale, ça, la direction le note pas, quoi, tu vois, tout simplement. C'est-à-dire pour eux, ça fait partie de la normalité, mais en fait non. La normalité, si t'en fais 10 fois plus, c'est normal en fait. C'est et voilà, c'est ça. Et c'est parce que t'es dev et que c'est ta passion, tu devrais bosser plus. Alors qu'en fait non. Enfin, je veux dire, t'as beau être, je sais pas, vers le bas, c'est dommage. Oui, mais bon, ça c'est parce qu'au final, tu regardes ce que fait tout le monde fait le moins, et à la fin, ce qui est rendu est de la merde. Ouais, puis mais pour autant, en France, on est payé plus que dans n'importe quel pays, ce qui fait qu'au final, tu te demandes est-ce que je paierais pas des gens en Chine pour faire le même travail. Ouais, après, moi j'ai souvent mis en parallèle, par exemple, les commerciaux qui bossaient dans la boîte. Ils travaillaient genre de 9h30 à 17h30 parce que c'est l'amplitude horaire finalement où en face ils peuvent aussi avoir les contacts. Mais c'est ce que je disais, mais pourquoi est-ce qu'eux ils restent pas plus tard dans ces cas-là, tu vois? Enfin, on vient pas en fait juger le travail d'un commercial, quoi. En gros, parce que pourquoi? Parce que le commercial en fait finalement lui il rapporte. Plus. Ouais, mais il ramène du contrat, et donc en fait vu qu'il ramène du cash et que t'as le sentiment de te dire waouh chouette, il a ramené du cash, il a atteint ses objectifs. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la productivité que tu fais au quotidien sur le produit, elle n'a finalement peu de valeur ajoutée, quoi. J'ai vu ça dans des boîtes qui étaient très axées tech dans ce qui faisait leur valeur, sous-valoriser la tech justement parce que c'est pas ce qui fait que l'argent rentre directement, c'est la main du commercial qui met l'argent dans la poche de la boîte. Donc on a l'impression que la valeur est la main du commercial, mais en fait c'est la bagnole qui vend derrière qui a la valeur. Et là en l'occurrence la bagnole c'est le code que tu produis. Oui, tout à fait, ouais. C'est le jeu. C'est le jeu. De toute façon, les devs qui écoutent nos paroles savent de quoi on parle. Oui, je pense, ouais. Voilà, vous êtes dans votre cas, vous bouffez du code et en fait, vous savez que c'est votre code qui crée la valeur de la boîte dans les, je sais pas combien de pourcents, mais beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais derrière, c'est sur l'épaule du commercial qu'on va taper pour dire bravo, on a de bons chiffres. Et les devs, il y a eu beaucoup de bugs ce mois-ci, plus de travail, s'il vous plaît. Voilà. Donc tout ça a fait que en fait du coup le licenciement pour motif éco m'a permis en fait de me lancer de nouveau dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et à l'époque j'avais une idée d'un projet, c'était de faire un SDK, donc une librairie pour téléphone mobile qui permettait de faire du push marketing. Donc en gros, vous devez connaître SendGrid, Mailchimp, Sendinblue, qui sont des plateformes de routing, d'email, et sur lesquelles vous avez des beaux dashboards. Et à l'époque, pour les notifications push, il n'y avait pas beaucoup de choses qui existaient. Le start-upper qui revient, voilà. Il est là. Et en fait, je m'étais dit, mais putain, ce serait hyper cool de faire en fait une librairie en fait sur lequel en fait tu peux faire de la segmentation de l'audience sur les applis mobiles. Et donc en gros, tu pouvais avec notre framework flaguer genre des utilisateurs avec des tags. Tu pouvais aussi récupérer la géolocalisation, donc tu pouvais dire je veux envoyer un push
sur telle ville et un rayon de tant de kilomètres, bah du coup t'envoyais uniquement des notifs sur les gens qui avaient été bornés sur ces trucs là. Et typiquement, bah, ça te permettait de faire vraiment une campagne marketing qui était propre avec des stats. Donc on avait les stats de combien de push sont arrivés, combien de push ont été ouverts, etc. Enfin comme finalement pour l'emailing quoi. Et je m'étais associé à l'époque avec un pote pour faire ce projet-là. Et pareil, l'erreur que j'ai faite, et probablement ce que je dirais, un gros conseil que je peux faire, c'est que quand vous démarrez un projet avec que ce soit avec un pote ou un inconnu, faites des choses par écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et il y a pas, soit en ayez rien à foutre, soit oui, faites-le par écrit. Mais en tout cas, il y a conscience que ça va poser des problèmes. Ouais. Et en l'occurrence, moi, ça m'a posé des problèmes dans le sens où même si la personne avec qui j'ai fait ça, je m'entends très bien avec. En fait, ça fait qu'on n'a jamais réussi à statuer vraiment la part des choses. Et en fait, à de multiples reprises, j'ai proposé différents types de répartition de taux. Et en fait ça fait qu'on n'a jamais réussi à tomber d'accord, et on avait pourtant un premier client sur cette app, un éditeur sur le bassin rennais qui fait une grosse app de football. Donc il y avait vraiment de la grosse volumétrie, donc on avait comme enjeu de devoir quand même brasser, envoyer je crois je vais pas dire de bêtises, mais 50 000 à 70 000 notifications push en l'espace de quelques secondes. Et à l'époque, il avait fallu qu'on se renseigne sur comment est-ce qu'on pouvait envoyer de la volumétrie comme ça, et en sachant que j'étais sur une stack PHP. Donc c'est ça qui m'a permis de découvrir. C'est ça qui m'a permis de découvrir aussi d'autres langages, quoi. Ça me fait mal quand tu me dis ça, parce que vraiment, plus j'utilise pour un client, je crois que ça s'appelle Batch. Oui, Batch, oui. Je connais. Tu m'as dit que c'était le concurrent, justement. Oui. Et je veux dire, quand je vois les tarifs qu'ils appliquent par rapport au service, non pas qu'ils soient mauvais, mais je veux dire, en vrai, tu setup ça, je veux dire, tu dois marger du fou, oui, en fait, les notifications, ça te coûte rien auprès des services Google ou Apple, quoi. C'est gratuit. C'est ça. C'est vraiment gratuit. C'est juste de monter le truc pour que ça fonctionne, mais une fois que c'est mis en place, derrière, c'est que du banco, quoi. L'argent qui tombe, il y a que le service client derrière, quoi. Ouais, et puis le stockage de données, parce que mine de rien, finalement, pour faire de la statistique sur les gros volumes, en fait, tu t'adresses à des clients qui ont des gros volumes de données, et typiquement nous on faisait je crois qu'on faisait du NoSQL à l'époque, justement parce qu'on voulait juste stocker en fait des chiffres, quoi, vraiment on voulait pas de système de relations de données, etc. Et donc on s'est orienté vers ça, et très rapidement on remarquait que ça commençait à gonfler d'un point de vue data et d'un point de vue stockage, quoi. Et du coup, voilà. Et encore, ce dont tu me parles là, c'est des produits plus dans le sens où tu pourrais très bien faire du low cost et pas proposer plus que ça, tu vois, genre bien sûr, au niveau quand je vois le marché, en tout cas, il y a un truc là-dessus, et dis-toi que j'ai même hésité à lancer un truc là-dessus. Donc t'avais le nez creux, et c'était un beau projet tenté. Mais ce qui est triste, c'est que c'est quand même, on note que c'est la deuxième fois que t'as un truc qui foire à cause d'un associé foireux. Ouais, après, c'est là où c'est compliqué, en fait, le succès d'un projet, parce que t'as beau, alors par rapport à mon site de jeux vidéo à l'époque, celui où j'ai eu l'investissement sur la table, et un petit peu la période d'avant où j'ai été notamment au salon à Los Angeles. En fait, je pense que tu vois, par rapport à cette activité-là de site de jeux vidéo, je pense que j'étais probablement un peu trop en avance par rapport à mon temps. C'est-à-dire que quand j'ai fait les vidéos et que je les faisais sur Dailymotion, où on n'utilisait pas la plateforme YouTube, et en fait tout ce qui était création de contenu et vidéaste et youtubeur, finalement ça n'existait pas, quoi. Et en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur Twitch, moi j'ai connu l'avant Twitch, Justin TV, etc. Mais j'ai connu vraiment les prémices de ça, quoi, si tu veux. Et en fait, ça fait que je pense que quelquefois, t'as beau avoir une idée, en fait, le succès de ton idée, elle va pas forcément être dépendante de ta volonté ou de ton génie, en fait. Quelquefois, tu peux être juste là, mais au mauvais moment, quoi, tu vois. Ou alors, parfois, ça va être effectivement une mauvaise association, quoi. Au bon ou au mauvais, ouais. Typiquement, tu vois, le truc de push, on avait un client qui nous payait, mais il y avait un couac qui était d'ordre relationnel avec la personne avec qui j'étais, quoi. Et du coup, ça fait qu'on a arrêté le projet, et puis moi, après, de fil en aiguille, j'ai commencé à saisir des opportunités en commençant à travailler en passant par des agences, quoi. Et ça fait que c'est ce qui fait que t'as pas fait ton produit, au final t'as plutôt vendu ta prestation. Ouais, par la suite, en fait, l'issue de ça, c'est que je suis mais c'est dommage quand même. Ouais. Dommage, après ça reste tout le temps mon dream goal de me dire que j'arrive à faire un produit qui me permet de rapporter de l'argent, mais ça va pas rester un dream, on verra hein, avec je pense que tous ceux qui ont écouté jusque là ont compris que avec le parcours que t'as eu,
C'est pas possible, à moins que tu me dises que bon bah je suis à la retraite, je fais plus aucun effort, c'est pas possible que tu montes pas un truc à un moment donné, je veux dire, là c'est... Non, parce que on aura beau dire que t'as connu d'autres époques, t'es encore jeune à l'échelle d'une vie, tu vois, genre t'es encore jeune, donc t'as encore plein d'opportunités. Oui, puis je sais que parmi les entrepreneurs que j'ai croisés autour de moi, je sais qu'il y en a qui ont réussi entre 40 et 50 ans, tu vois, enfin donc... Voilà. En fait, je considère. On pense à Ray Kroc, créateur de McDo, qui le crée à genre. Ouais, tout à fait, qui lui pour le coup. Il a que des échecs. Ouais. Et le mec à 60 ans, il se dit ah putain, ça c'est l'opportunité. Ouais. Voilà. Et on pense à Jobs derrière toi. D'ailleurs, je précise pour ceux qui écoutent mais qui n'ont pas l'image, on sait jamais, tu vois, il peut y en avoir. Je précise que t'as quand même un tableau de Steve Jobs et derrière on a un tableau de Final Fantasy. Ouais. C'est vrai. On note que les deux tableaux sont posés sur un radiateur, ce qui montre que soit tu ne voulais pas abîmer ton mur, soit tu t'es dit c'est pas la priorité de les accrocher. C'est pas la priorité. Ce qui montre à quel point, comme tu l'as dit, tu tiens à gérer ton investissement, que ça soit en temps ou en argent, où tu priorises quoi. Ouais. Plutôt tu te dis je vais à la salle plutôt que d'accrocher mes tableaux, et ça c'est beau. Oui, bah ouais, c'est pas ma priorité effectivement aujourd'hui. Et je note aussi quand même le mood où t'as quand même le jeu vidéo, mais quand même t'as un Jobs devant qui se pose devant et qui te dit non, tu vas faire de la thune quand même. Donc ouais, après voilà, j'ai fait beaucoup de, c'est là où j'ai vraiment en fait depuis en fait cette période là, donc je te parle de ça, on devait être en 2015, et depuis en fait 2015 c'est là où j'ai vraiment été en statut d'auto-entrepreneur et que j'ai fait grossir mon activité, et que en fait à mesure des années ouais voilà, j'ai grossi de plus en plus, et j'ai surtout augmenté mon TJM à mesure du temps, au point aujourd'hui d'arriver à un tarif qui est bien, mais je pense que mais c'est difficile d'aller chercher plus en France en fait. Je pense que t'as un plafond, Bah déjà d'une, effectivement le statut d'auto-entreprise t'impose un plafond. Tu vas le monter. Bah probablement, et si après il faut le faire à fond, sinon t'y perds en fait. Bah oui. Mais le problème c'est que d'une année sur une autre c'est un peu problématique. Et si je passe, je note que dans le chat on te demande combien, mais on ne donnera pas de chiffres ici. On est dans un lieu public, on est en France. Tu vois, on aurait été aux États-Unis, on aurait pu dire des chiffres. Il n'y aurait aucune conséquence à part des félicitations, mais en France c'est plus compliqué. Non, honnêtement, enfin, je me vends pas aussi cher que ce que je pourrais prétendre. Après, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est que je travaille avec une agence qui me file du boulot toute l'année. J'ai pas un jour où j'ai pas du travail. Donc en gros, c'est un peu voilà. Enfin, je travaille avec une agence et je travaille avec un autre client aussi, mais j'ai une certaine sécurité, et finalement j'ai pas ce stress finalement de devoir me dire il faut que je recherche quoi. Donc je considère que aujourd'hui, encore une fois, je peux subvenir à mes besoins. Je suis pas à plaindre, et du coup en fait ça fait que j'accepte finalement d'être payé moins cher, mais j'ai cette tranquillité, tu vois. Des fois vaut mieux, hein, parce que la tranquillité, faut pas oublier qu'elle te permet de faire des choses derrière. Ouais, tout à fait. Donc, ne pas sous-estimer l'important de la tranquillité qui t'a gagné un peu moins, et pour derrière mieux rebondir. Et par exemple, à tout hasard, en même temps que de grind comme tu le fais actuellement dans ton travail, de grind sur Twitch. Ouais, oui. Ça après voilà, enfin c'est vrai que Twitch est venu à moi, pourquoi, et c'est assez rigolo parce que Twitch est venu à moi parce que vous savez, comme je le disais, il y a toujours eu le côté jeu vidéo en moi. Et à longueur d'année, j'ai continué à acheter des jeux, j'ai accumulé des jeux, et par le biais de mes activités passées dans le jeu vidéo, j'ai beaucoup eu de jeux dans ma bibliothèque. J'ai gardé pas mal de choses, et en fait quand il y a eu la période du Covid, je me suis vachement remis en question par rapport à... Je vais faire un petit aparté, mais... Et je me suis remis en question justement par rapport à la valeur des choses et l'importance de claquer de l'argent dans tout et n'importe quoi. Et en fait, le Covid a mis en avant pour moi, et ça a été beaucoup plus accentué à cette période-là, parce qu'en gros, j'avais beau avoir finalement le train de vie que j'ai, et qui est pas forcément extraordinaire, mais qui est pas non plus dégueulasse. En fait, je me rendais compte que c'était pas les biens physiques qui me rendaient heureux, et que c'était plus en fait les personnes que je côtoyais au quotidien qui étaient importantes. Et en fait, tout ça m'a fait vachement remettre en cause un petit peu
tout ce que je possédais et depuis j'essaie de tendre au minimalisme. Alors quand j'entends minimalisme, c'est pas forcément me séparer de tout, mais c'est faire en sorte que chaque chose que je possède, je veux qu'il y ait son utilité. Et à partir du moment où ça passe son utilité et que je l'utilise pas, ben c'est que en fait c'est une dépense qui a été inutile, quoi. Et donc je veux au maximum éviter des dépenses des dépenses inutiles, quoi. Et du coup en fait Twitch, donc j'ai fait un gros tri de ma bibliothèque de jeux vidéo. J'ai donné une grosse partie de mes jeux à une association. Donc tous les jeux presse, je pense, notamment parce que moi j'étais pas le genre de raclure à comment demander les jeux presse aux éditeurs et les revendre après sur le bon coin hyper cher. Non parce que mais sache que ça, ouais, non mais ça c'est fait. Il y a des personnes, il y a eu beaucoup de personnes à faire ça parce que en fait il y a des collectionneurs qui apprécient aussi avoir les jeux presse parce que c'est des éditions qui sont spéciales, etc. Et que, ouais, voilà, tout à fait. Et moi j'ai préféré donc donner ça à une association, et tous les jeux qui n'avaient pas de valeur sentimentale, c'est-à-dire que quand je prenais la boîte, si ça dégageait rien en termes d'émotion, je les ai tous foutus dans un sac et je suis allé dans une boutique indépendante les revendre, quoi. Toi, t'as dû lire ce livre sur le minimalisme, justement, où tu prends les objets et tu vois si t'as un sentiment, si t'as un truc qui te touche, tu vois, tu dis il y a quelque chose avec. Ouais, s'il y a rien, il faut s'en débarrasser. Ouais, c'est un peu ça. Il faut le donner à quelqu'un. Et quand je dis s'en débarrasser, il faut le donner, pas le jeter n'importe où. Mais voilà, tu donnes toutes les choses qui ne t'apportent pas, qui n'ont pas de valeur émotionnelle. C'est ça. Tu les dégages. Et régulièrement, c'est ça. Marie Kondo, ouais. Merci. J'essaie régulièrement de faire ça. Et là, en ce moment, le projet de vie que j'ai, c'est de continuer les travaux depuis que j'ai fait l'acquisition de mon appartement. Et je sais que j'attends que les travaux démarrent pour me séparer encore d'un certain lot de choses qui aujourd'hui dorment, mais j'ai pas envie de le faire maintenant parce que j'ai envie d'attendre vraiment d'initialiser ça pour me dire ok, maintenant on reprend un nouveau départ, et du coup ça va être l'opportunité de refaire du tri et voilà, et d'arriver vers un résultat qui sera celui que j'attends, quoi. Mais et donc le jeu vidéo m'a ramené sur Twitch parce que j'ai fait du tri là-dedans. Et j'avais beaucoup de jeux qui étaient sous plastique et je me suis dit vas-y, je vais venir sur Twitch et je vais faire du jeu vidéo, quoi. Et puis les fameux jeux qui t'apportaient de l'émotion. C'est ça. Mais ouais, c'était vraiment faire les jeux que j'avais pas fait et qui à l'époque voilà, j'ai le remake de Final Fantasy VII, j'ai longtemps streamé dessus. Et en fil rouge, vu que j'arrivais sur Twitch, moi je débarquais, je me dis putain, c'est bien Twitch, tu suis des gens et tout. Je me dis tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas un emploi du temps pour avoir finalement ce que tout le monde fait, quoi. Toujours cadré, c'est ça. Cadré, faut qu'il arrive en plein du temps de streamer directement. Et du coup, je me suis dit moi ça m'est utile et pourquoi pas le streamer, quoi. Et puis après, on est suivi tous les événements qui sont suivis avec la fois où tu m'as raid et où ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait il y avait des gens qui étaient prêts à consommer une aventure sur Twitch. Et c'est ce que j'apprécie finalement aussi avec ce que j'ai fait depuis le début sur ma chaîne et notamment avec Daily Stream, c'est que, et je l'ai déjà raconté sur mes lives, mais c'est que pour celles et ceux qui me suivent assez régulièrement, je pense que quand bien même à la limite on pouvait juger la fonctionnalité comme étant peut-être pas utile, ce qui est intéressant c'est qu'on a vu en fait la genèse d'une idée. On a vu la façon de comment l'organiser, on a vu comment la développer au quotidien, on a vu les difficultés que j'étais amené à rencontrer, parce qu'il y a des moments où en gros je streamais pas pendant une semaine parce que je voulais faire de la charte graphique et que j'aime pas faire ça en live. On a vu l'arrivée du produit en prod, on l'a utilisé, on l'a découvert ensemble. Et puis on a vu aussi après le côté un petit peu genre finalement il n'y a pas tant de personnes qui l'utilisent. Et puis la remise en question, le doute finalement. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas la ref, on sait jamais, tu as développé Daily Stream qui était un agenda, enfin c'est plutôt un calendrier, un programme TV. Un programme TV, bien vu, programme TV des streamers qui justement mettaient à jour leur programme. C'est ça. Ça permettait, parce que Twitch affichait très mal cette information et toi tu l'as restitué d'une bien meilleure façon pour que ça soit clair. Et donc je pense que ça fait écho à tout ce dont tu nous as parlé avant, c'est que de manière générale, c'est pas parce que les projets n'aboutissent pas à oui alors je l'ai vendu 150 millions à Google, tous les projets ne finissent pas comme ça, mais il faut c'est pas parce qu'un projet ne finit pas comme ça que c'est une perte et que c'était pas une bonne chose. Et chaque projet que tu as eu jusque-là t'a amené à qui tu es maintenant. Ouais, ça m'a fait grandir sur ça m'a fait grandir sur beaucoup d'aspects, et notamment sur aussi l'amélioration finalement d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que
j'ai pu échanger en live avec des personnes qui ont eu aussi la bienveillance de partager leur apprentissage et comme finalement leur connaissance. Et moi je trouve qu'il n'y a rien de plus enrichissant dans une vie que de continuer en fait à apprendre. Et il faut. On parlait de Marie Kondo, tu vois, mais imagine, tu prendrais ces projets dont on parle qui ne sont pas des succès, si tu les prenais, on est d'accord qu'il y a un petit pincement, il y a quelque chose, tu les garderais ces projets, malgré tout, tu vois, même s'il n'y a pas un succès, il fallait que ça arrive, ces projets qui n'ont pas marché, ou en tout cas qui n'ont pas donné ce qu'il fallait. Et je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est important aussi de se le dire, c'est que les projets, ils peuvent ne pas marcher. Et c'est pas pour autant que c'est pas un succès par rapport à ce que vous en attendiez peut-être, mais par rapport à ce que vous aurez grâce à ces projets indirectement, ne sous-estimez pas ça. Ouais, bien sûr. Ouais. On l'a vu tout à l'heure, c'est parce que ton site de JV n'a pas marché, en tout cas n'a pas marché, mais en tout cas n'a pas abouti comme tu l'aurais voulu, que tu as dû cravacher, devenir finalement le dev que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas eu ça, tu serais pas là. Oui, tout à fait, ouais, c'est vrai, ouais. C'est dans les trucs les plus relous, au final, on en tire les meilleures choses. Ouais, donc, tout à fait, ouais. Et Daily Stream, moi je t'avais dit, c'est un projet, enfin c'était une belle aventure. T'as appris des super belles choses, et en plus t'as partagé, d'autres gens ont appris des choses. C'est ça qui est bien sûr, ouais, c'est une continuité. Ouais. C'est un apprentissage à plusieurs en plus, donc c'est au top. C'est pas même aujourd'hui d'en parler, d'en débriefer. Ouais, les gens réapprennent encore derrière, tu vois. Mais non, ouais, donc ouais, ça fait que aujourd'hui, je pense que c'est pas que je me cherche encore, parce que je pense savoir ce vers quoi je veux m'orienter en termes d'orientation professionnelle. Je pense que le travail que je réalise, l'agence avec laquelle je bosse me met de plus en plus en confiance vis-à-vis des clients. C'est-à-dire que limite, si finalement le DG de l'agence me dit, enfin la semaine prochaine je vais à Lyon pour justement réaplatir en gros un contrat pour l'année prochaine avec une des boîtes avec lesquelles on bosse, donc je suis beaucoup plus mis au devant de la scène, parce que quelque part au final je pense que au travers de mes expériences et au travers de ce que j'ai pu apprendre et des échecs que j'ai pu faire, s'en est dégagé au final des conclusions qui m'ont permis de peut-être mieux avoir un œil un peu plus stratégique sur certaines choses, et de mieux décider, de mieux orienter, etc. quoi. Donc tu veux, à défaut de monter ton TJM, moi je te dirais, là je te le sors en live comme ça. Et en plus, les gens pourront confirmer ou infirmer mes propos, mais je pense que tu pourrais faire conférencier. Ouais, c'est possible, ouais. Comme tu l'as dit, tu es pédagogue, tu t'exprimes très bien, tu pourrais large faire des conférences. Je pense que tu as le profil pour, et ça serait un plaisir de t'écouter en conf. En tout cas, moi, je te vois bien là-dedans. Je m'en rends pas compte, parce que du beurre dans les épinards. Ouais, je m'en rends pas compte parce qu'en fait, encore une fois, pour moi, je vais paraître modeste, hein, mais en fait je trouve que j'ai rien de magique, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a des devs qui sont largement meilleurs que moi sur Twitch, et j'estime que j'ai rien de successful. À la limite, tu vois, j'aurais eu une boîte qui aurait fonctionné, j'aurais peut-être pas le même truc, mais je sais pas, j'ai toujours en fait ce sentiment de me dire qu'en fait ce que j'ai fait, tout le monde peut le faire, quoi. Mais on avait parlé. Sous-estime ça. Bah oui, je sais bien, on en avait parlé un petit peu des. On pense devoir tout le temps prendre les conseils et suivre les gens qui gagnent des milliards, mais justement, il vaut mieux prendre quelqu'un qui fait les choses bien, mais qui est pas dans un autre monde où il a des retours qui sont insensés, tu vois. Ouais, bien sûr. Des fois, il y a des gens, ils ont une chance de fou, tu vois. Ils ont tapé un endroit, ils ont tapé sur un arbre, et il y a 100 000 fruits qui sont tombés. Ils savent pas pourquoi. Bon, bah, ils sont milliardaires, c'est bien. Mais c'est pas pour autant qu'au final ils ont fait plus que toi, tu vois. Ouais, bien sûr. donc ils ont eu de la chance, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut plus les écouter dans ce qu'ils vont avoir à dire. Et donc, moi je pense que c'est bien justement que tu as un parcours où tu parles de ce que tu as fait. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire tout à l'heure, et même pour les gens, parler de vos échecs. Parler de ce qui n'a pas marché. Parce que justement, ce qui donne de la valeur à un échec, c'est ce qu'on en tire, c'est les leçons qu'on en tire. Et si vous les partagez, les leçons, je veux dire, vous décuplez l'utilité qu'a eu l'échec que vous avez eu, en tout cas ce que vous estimez être un échec, ne mettons pas du drama là-dedans. Mais voilà, quand un truc n'a pas marché, s'il vous plaît, parlez-en. Ne faites pas genre, non, il s'est rien passé. Je vois pas de quoi vous parlez, non, mais je suis né là maintenant. Voilà, non. Parlez de ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez tenté, ce qui n'a pas marché, parce que c'est ce qui va permettre aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs que vous. Et vous-même aussi, ça vous rappellera pour ne pas faire ces mêmes erreurs. Parce que même toi, t'as eu un deuxième problème parce que t'avais un associé avec qui t'as pas backup. T'avais déjà eu le problème avant.
Ouais, Donc, tout à fait, ouais. Finalement, peut-être que l'échec d'avant, tu l'avais pas assez mis sur le papier, tu vois, d'y analyser, ah, c'est pour ça que j'ai eu un souci, je ferai pas cette erreur. Bon, bah là, t'es vacciné. La deuxième, c'était la bonne, quoi. Complètement, ouais. Non, et puis après, quand on fera du business ensemble, Defmute, on aura trois signera avocats, des papiers. C'est ça. Ouais. Exactement, ouais. Non, mais c'est vrai que, en fait, j'ai l'air de beaucoup, un petit peu, voir le verre à moitié vide, parce que, comme je le dis, je me considère pas comme étant accompli ou du moins successful, comme je le dis, mais en fait, oui, il faut quand même pas oublier que très tôt, il y a eu cette première vente de site internet, et ça, je pense qu'effectivement, c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir ce type d'opportunité. Il y a eu aussi l'investissement sur la table, et c'est vrai que ça reste quand même des choses malgré tout qui sont ça, c'est des vrais événements positifs, on va dire, qui pour moi dénotent du côté succès. Mais malgré après tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu expliquer sur le côté peut-être échec, le fait que je suis passé par différentes phases, mine de rien j'ai finalement appris pas mal de choses, et tout ce que j'ai appris j'ai pu le mettre en pratique, notamment dans d'autres projets, et je le mets aussi en pratique pour les projets sur lesquels je travaille professionnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les professionnels avec qui je travaille peuvent bénéficier justement de cette matière grise que je peux que je vends, quoi. Ouais, du conseil, voilà, c'est ça, tout à fait. Le fameux conseil. Maintenant, ceux qui, on sait jamais, tu vois, les gens qui pouvaient te prendre de haut quand t'as parlé conseil au début, maintenant ils comprennent pourquoi il y a du conseil. C'est parce qu'il y a de l'expérience, parce qu'il y a du vécu, parce qu'il y a un background. Exactement. Et franchement, merci. Je pense qu'on a un petit peu parcouru, on a fait un peu le tour de ton parcours. Ouais, je pense aussi. Ouais. Jusqu'à maintenant, on a ramené jusqu'à maintenant finalement toute l'histoire, c'est incroyable. Franchement, merci d'avoir partagé tout ça. De rien. Et puis, t'as noté que je t'avais raid à l'époque, mais je te dirais, écoute, ça sera dans l'émission. Je te dis merci. Merci aussi, toi, mine de rien, depuis qu'on se connaît, tu m'accompagnes aussi dans plein de projets que je lance à chaque fois. T'es toujours derrière pour backup, pour aider et tout, et merci beaucoup. Merci à toi aujourd'hui. Ça fait partie du truc. Non, mais ça me fait plaisir. C'est la preuve de... je le vois déjà dans les projets que je fais aussi et que t'es là, c'est que tu sais saisir les projets, tu sais saisir les opportunités, ça pour plein de raisons. Et je pense que c'est le conseil aussi pour les gens, c'est saisissez les opportunités. Ouais. Voilà, ne juste vous dites pas, ce serait bien, faites-le, saisissez les gars. Voilà. Et merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont écouté, passez à tous une bonne soirée, des bisous. Merci à tous, bonne soirée, salut.